Bonjour à tous et bienvenue dans ce live spécialement dédié à la vie sous l'occupation allemande durant la Première et Deuxième Guerre mondiale avec Corentin Roussmann, conservateur au Mons Memorial Museum. Bonjour Corentin. Bonjour Pierre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais que tu te présentes, dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quel est ton rôle au sein du musée, et aussi un peu nous parler des missions du musée, du Mons Memorial Museum. Donc je vais essayer d'être court, hein, mais c'est pas évident. Donc, je suis conservateur du Mons Memorial Museum depuis janvier 2019. Auparavant, j'étais archiviste à la ville de Mons de 2010 jusqu'à ce moment-là. En même temps que j'étais archiviste, j'étais coordinateur des commémorations de la Première Guerre mondiale pour la ville de Mons, et donc j'ai dû gérer deux gros événements en 2014 pour le centenaire de la première bataille de Mons du 23-14, dans lequel j'ai dû accueillir la famille royale britannique, le président allemand, et donc c'était vraiment un énorme dossier. Et en 2018, la libération de la ville de Mons par les troupes canadiennes, enfin le centenaire de la libération. Et donc c'est deux dossiers que j'ai gérés. Donc de base, moi je suis historien de formation, j'ai un master complémentaire en gestion culturelle, donc je suis passé par l'université de Namur, l'UCL et l'ULB. Les missions que j'ai, oui, je suis un historien, mais un historien moderniste en fait. De base, je suis spécialiste des fortifications au XVIIIe siècle en Belgique. Donc de base, je suis pas un spécialiste Première et Seconde Guerre mondiale, mais de par la situation de mon travail à Mons, j'ai été amené à travailler là-dedans. Et donc, depuis que je suis conservateur, je travaille énormément sur la Première et la Seconde Guerre mondiale. Les missions du musée, de base, en fait, on a une énorme collection à Mons, issue de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Très peu sur le 19e et l'Ancien Régime, mais donc on a une collection plutôt pour la Première Guerre mondiale du Commonwealth, donc britannique, canadienne, un petit peu de belge et beaucoup d'allemand. Et pour la Seconde Guerre, on a de l'allemand, et surtout de l'américain, parce que Mons est libéré en septembre 1944 par les troupes américaines. Et donc, on a accumulé énormément de pièces de collection. On tourne à plus de 10 000 pièces. Toutes les collections d'histoire militaire sont conservées à l'Artothèque. Donc, elles ne sont pas conservées dans mon musée, elles sont conservées dans l'Artothèque. Et le Mons Memorial Museum fait partie de ce qu'on appelle le pôle muséal. Donc, c'est tous les musées de la ville de Mons. Donc, le bâtiment dans lequel on est, c'est l'ancienne machine à eau qui a été entièrement rénovée et ouvert en 2015 lorsque Mons a été capitale européenne de la culture. Et donc, c'est un tout nouveau musée extrêmement innovant dont l'objectif est de raconter le vécu de l'humain et majoritairement à travers le témoignage. Et donc, en fait, quand on visite le Mons Memorial Museum, on a pour plus ou moins 2 heures de visite où, de fil en aiguille, on va découvrir en fait l'histoire militaire de la Première et de la Seconde Guerre mondiale à travers des témoignages et à travers le cas de Mons. Mais le cas de Mons est finalement une situation internationale de l'Europe occidentale à la même époque. Donc ici, tu verras que je prendrai majoritairement que des cas de situation de Mons, mais qui permettront de présenter l'ensemble de comment ça se déroulait en Belgique ou dans le nord de la France, dans la région. Ça change fortement des musées d'histoire militaire qui existent, où on va plutôt valoriser une armée nationale, on va plutôt valoriser une bataille en tant que telle, mais nous, on va se concentrer sur le vécu des humains, et particulièrement durant l'occupation, durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, et de voir comment les gens vivent ces occupations. Voilà, c'est véritablement ça le cœur même du Mons Memorial Museum. Mais justement, en parlant de cohabitation, est-ce que tu peux nous en dire davantage? Comment est-ce que les habitants qui étaient occupés et les occupants, donc que ce soit durant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, comment est-ce qu'ils cohabitaient? Et est-ce que le comportement des Allemands était différent entre la période de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce qu'on a pu observer des comportements différents, un apprentissage de l'envahisseur d'une période à l'autre? Pour moi, la Première et la Seconde Guerre mondiale, en fait, finalement, la Seconde Guerre mondiale n'est que la suite de la Première Guerre mondiale. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands vont apprendre de leurs erreurs. Durant la première, et donc c'est pour ça que je vais expliquer ce qui se déroule durant la Première pour vous expliquer pourquoi, durant la Seconde Guerre, les Allemands vont apprendre de leurs erreurs. Au début, quand les Allemands entrent sur le territoire belge, on est le 4 août 1914, donc il y a le fameux viol de la neutralité belge. Les Allemands ne s'attendaient pas forcément à ce que l'armée belge les bloque. Il va y avoir ce grand principe, cette peur des Allemands, le principe des francs-tireurs. Donc, c'est-à-dire, il y a des lois dans la guerre. Un militaire peut tirer sur un autre militaire. Quand c'est un civil qui tire sur un militaire, eh bien, en fait, ça peut arriver de n'importe quel moment. Dès le début, dès l'entrée des troupes allemandes sur les territoires belges, il va y avoir des massacres.
des massacres de population. Ce qu'on appellerait aujourd'hui un crime de guerre. Hein. Donc on en est véritablement là. Quand on voit ce qui se déroule en Ukraine, à Boutcha par exemple, c'est un crime de guerre. En 1914, ça va être exactement la même chose. Et donc on a une très bonne diffusion de l'information et donc ça va être très vite diffusé. Et donc la population belge va avoir peur. Et donc une partie de la population belge va s'enfuir. Elle va s'enfuir, enfin en tout cas pour les plus fortunés, ceux qui ont la possibilité, ils s'enfuient. Et les Allemands vont mettre en place très rapidement en Belgique une occupation complète et une gestion complète de la population. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir des restrictions extrêmement importantes. Je n'aime pas faire cette comparaison, mais je vais la faire parce que les gens peuvent mieux la comprendre. Ce qu'on a vécu pendant la période Covid, donc c'est-à-dire un couvre-feu, obligation de racheter ses soins. S'il n'y avait pas de rationnement dans les magasins, mais on n'avait pas la possibilité de pouvoir aller quand on voulait ou ce genre de choses, c'était seulement qu'une personne. Eh bien, ça, c'est rien par rapport à ce que la population belge va vivre pendant la Première Guerre mondiale. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'alimenter comme on veut. Les Allemands réquisitionnent des chambres chez vous. Et donc, ça veut dire qu'on prend le cas d'une famille qui habite dans une ville. Les Allemands arrivent en août 14, ils se portent volontaires dans l'armée belge, il va combattre. Il se trouve de l'autre côté de l'Isère, au mois d'octobre, quand la plaine est inondée. Eh bien, sa femme, qui n'a plus de nouvelles, parce que le front coupe toute l'information. Eh bien, sa femme, elle se demande ce qu'il en est pour son mari. Elle a des difficultés à trouver à manger pour ses enfants. Pourquoi? Parce que les femmes ne travaillent pas à l'école, ne travaillent pas à l'époque, n'ont pas la possibilité pour avoir de l'argent. Il va avoir une aide sociale qui va être mise en place. Et en même temps, on va réquisitionner sa chambre. Et donc, ce sera un soldat allemand qui va venir habiter dans sa chambre. Et donc, ça va être très particulier. Donc, la cohabitation, elle est complète. Et en même temps, les Allemands vont réquisitionner les métaux. Ils vont mettre en application l'heure allemande. Ils vont mettre en place quelque chose qu'on a encore toujours aujourd'hui, à savoir la carte d'identité. Et donc, il y a un contrôle de la population. On va réquisitionner aussi tous les véhicules, les animaux. Les citadins c'est majoritairement les citadins qui vont souffrir le plus de cette occupation, vont véritablement avoir du mal. Durant la Seconde Guerre mondiale, au début, les Allemands vont arriver en disant ayez confiance en nous. Nous n'allons pas être comme nous avons été durant la Première Guerre mondiale. Nous serons gentils avec vous. Et la population belge, de manière globale, va l'accepter et va se dire les Allemands sont gentils. Ils occupent le territoire. Il y a quasiment pas de réquisition. Oui, il y a eu des combats en mai 40. Ça, c'est clair, il y a eu des morts, mais on va dire que celui qui est resté chez lui, qui n'a pas bougé, il n'y a pas eu les grandes exactions comme on a eu durant la Première Guerre mondiale. Mais il faut se rappeler que plus de la moitié de la population belge part en exode. Hein. Donc, durant la Seconde Guerre, au début, tous les Belges sont sur les routes, mais il va y avoir une certaine confiance qui va être mise en place. Jusqu'en 1942-43, là où il va y avoir le basculement. Et là, on va avoir le mauvais côté de l'occupation allemande, c'est-à-dire que les Allemands, ils commencent à se faire ramasser sur le front de l'Est. Ils commencent à à perdre dans le nord de l'Afrique et évidemment, il y a le débarquement en Italie. Et donc, à partir de ce moment-là, ils commencent à finalement à avoir des comportements différents. Et surtout, on va avoir, les Allemands vont être confrontés à la résistance, qui va être de plus en plus active, parce que les réseaux sont très bien structurés. Et donc, les Allemands, ils commencent à avoir de plus en plus de difficultés, finalement, au quotidien, plus les années passent durant la Seconde Guerre mondiale. L'année 43 et surtout 44, là, pour les Allemands, c'est extrêmement compliqué. Donc, tu peux voir qu'il y a véritablement deux manières totalement différentes. Et je te dirais aussi que durant la Seconde Guerre mondiale, mais ça, c'est un élément plus particulier, il faut toujours différencier, malheureusement, le soldat nazi du soldat de la Wehrmacht. En effet. Le soldat de la Wehrmacht est un soldat de métier ou un milicien, tout simplement. Un soldat SS est quelqu'un qui, en plus, a l'idéologie nazie et qui a un objectif complémentaire qui n'est pas juste défendre sa nation, c'est défendre l'idéologie nazie. Donc voilà un petit peu, de manière très courte, comment on peut faire la différence entre l'occupation durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et justement, en parlant de résistance, quelle était leur méthode de recrutement? Comment pouvaient-ils être sûrs de recruter des personnes qui combattaient pour la même cause, la résistance, et être certains de ne pas avoir un collaborateur en face d'eux qui voulait les infiltrer? Quelles étaient leurs méthodes pour pouvoir communiquer de manière sécurisée? Quelles étaient leurs méthodes de recrutement? Est-ce
Est-ce que tu peux un peu nous en parler, s'il te plaît? Et donc là, moi, je vais te parler de la Seconde Guerre mondiale spécifiquement. Je te parlerai un petit peu après de la résistance durant la Première Guerre mondiale, mais durant la Seconde Guerre mondiale, comment ça fonctionne? Eh bien, tout d'abord, il y a plusieurs groupes de résistance. Donc, il ne faut pas penser qu'il n'y a qu'une seule résistance. Et je vais te prendre le cas de la région de Mons. Tu vas avoir l'armée secrète qui va être mise en place. L'armée secrète, c'est quoi? En fait, c'est une dépendance finalement de l'armée belge. Et donc, on va retrouver dans... la Belgique est divisée, est séparée dans sa population par rapport au clivage politique. Et donc, dans l'armée secrète, on va plutôt retrouver des gens catholiques, de droite ou centristes, et moins des gens de gauche ou de l'extrême gauche. Et donc, l'armée secrète est assez vite structurée. Après, tu vas avoir des autres groupements qui vont être mis en place et qui, au début, n'ont pas d'obédience politique, mais qui vont en avoir une par rapport au nombre de personnes qu'ils vont recruter, comme le Front de l'Indépendance, qui sera plutôt de gauche communiste. Et ces réseaux, en fait, ils se créent. Comment est-ce qu'ils se créent? Eh bien, par la confiance qu'on peut avoir pour l'armée secrète, ben, ce sont des anciens militaires. Ce sont des militaires qui se connaissent et qui vont se dire, ben, il faut qu'on fasse quelque chose. Là, on sait que pour Mons, le chanoine d'Eusberg, qui va fédérer autour de lui, donc c'est un chanoine, hein, il n'est pas militaire, mais il va réussir à fédérer autour de lui l'armée secrète. Ensuite, ben, c'est dans les réseaux politiques. Les gens en fait, ils se connaissent déjà, ils se font déjà confiance. Après, ils ne travaillent pas forcément ensemble. Hein. Et ça, on va le voir. Non, ils savent qu'il y a un autre réseau de résistance, ils savent qu'ils sont dedans, jamais ils les dénonceront, mais ils ne travailleront pas forcément avec, parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Après, tu vas avoir du recrutement. Le recrutement, il va se baser comment? Eh bien, en fait, sur la confiance. C'est sur la confiance que tu peux avoir. On a interviewé comme ça une jeune, il n'y a pas longtemps, j'ai interviewé Léonce Descamps, qui était une jeune résistante, et elle s'est fait engager par la résistance parce qu'à un moment donné, ben, il y avait un des membres de la résistance qui allait souvent dans le café de sa mère. Elle était souvent là. Et de plus en plus, ils avaient besoin de personnes pour faire passer des messages. Et c'était assez compliqué. Et donc, il était beaucoup plus aisé de prendre des filles et des jeunes filles pour pouvoir faire passer ces messages. Il faut te remettre dans la situation de l'époque. Il n'y a pas d'égalité homme-femme. Rares sont les filles qui ont la possibilité de pouvoir faire des études. Elles sont souvent limitées à des tâches subalternes. Et au début, dans la résistance, ça va être le même cas. Mais ces tâches subalternes, qui même à la fin, à la libération, vont dire « mais non, moi, j'ai pas fait grand-chose ». Mais finalement, elles ont fait énormément. Mais c'était des petites tâches. Et ces petites tâches, c'était distribuer du courrier, aller donner de l'information. Et elles se baladaient souvent à bicyclette parce que c'était assez aisé. Et les Allemands, quand ils arrêtaient une jeune fille à bicyclette, c'était plus pour d'autres raisons que d'aller vérifier si elle avait sur elle des papiers qu'elle partageait. Et donc, c'est pour ça que les membres de la résistance vont essayer de recruter des femmes. Et tout simplement, ils vont faire des tests. Ils vont faire des tests. Et Léonce Descamps, son test, c'était qu'elle ne pouvait pas parler à telle personne si elle les voyait pendant qu'elle faisait son tour. Et ça a fonctionné. Et donc, ils font des tests, ils voient comment c'est, comment la personne réagit. Et après, elle l'engage véritablement. Ensuite, je sais que pour Mons, il y avait la police dans laquelle il y avait des résistants et savait exactement quelle personne avec qui elle pouvait avoir confiance. Tu as d'une part les résistants, d'autre part, tu vas avoir les collabos. On sait très bien qui sont les collabos parce qu'eux, ils s'affichent. Et donc, tu sais à qui tu ne dois pas aller voir, tu vois, et tu sais que tu ne vas pas les recruter chez cette personne-là. Et après, au milieu, tu vas avoir ce qu'on appelle la masse populaire, ceux qui ne prennent pas parti ni pour l'un ni pour l'autre. Mais il y a un élément sur lequel tu peux avoir confiance, c'est qu'elle n'ira pas dénoncer les résistants. Parce que sinon, elle tombe dans la collaboration. Et donc, ça devient un collabo. À partir du moment où elle dénonce. Après, tu as aussi, donc il y avait beaucoup de dénonciations qui se faisaient par courrier. Et l'adresse de l'endroit où tu envoyais tes courriers de dénonciation était bien connue. Enfin, c'était indiqué dessus à quel endroit. Et donc, il y avait un membre de la Poste qui, à chaque fois, voyait un courrier qui était relatif à la dénonciation qui devait être déposée à tel endroit. En fait, il allait détruire les lettres. Ah ben oui, comme ça, elle n'arrivait jamais et on n'avait aucune preuve. Dans cette période-là, c'est véritablement la confiance que tu peux avoir entre les gens. Et souvent, les réseaux, c'est des réseaux qui sont, on va dire, locaux, dans lesquels il y a une personnalité éminente qui va ressortir et elle connaît d'autres personnes. Comment elle connaît d'autres personnes? Mais dans le cadre du travail ou dans le cadre... Aujourd'hui, tu vois, tu pourrais, même si tu n'avais plus aucune capacité de communication, tu arriverais toujours à recréer, à avoir du réseau
en te déplaçant et tu sais en qui tu peux et en qui tu ne peux pas avoir confiance. Durant la Première Guerre mondiale, c'est différent la résistance. On est dans un mode totalement différent. On n'est pas dans de l'action, dans la grande action. On n'est pas dans de l'explosion. Ça arrive, hein, mais on est plutôt dans la diffusion d'informations. Et je vais prendre le réseau Edith Cavell, très connu Edith Cavell. Hein, cette infirmière d'origine anglaise qui habite Bruxelles, qui fait exfiltrer des soldats britanniques et soldats français qui sont de l'autre côté de la ligne et ils sont du mauvais côté. Donc beaucoup qui ont participé à la bataille de Mons du 23 août 1914, qui dans la retraite ont été blessés, ont été protégés dans des maisons, ont été cachés. Ce réseau d'Edith Cavell va exfiltrer plusieurs centaines de soldats britanniques. Et là, les Allemands se rendent compte qu'il y a quelque chose. Et là, ils vont mettre une taupe. Et donc la taupe, c'est tout simplement, ils vont mettre une personne qui va essayer de dire, ben voilà, moi j'ai un soldat britannique, il faut que je réussisse à le faire sortir, comment je peux faire, Et alors, de fil en aiguille, il va tomber dedans et il va retracer tout le réseau et il va tout dévoiler aux Allemands et le réseau est arrêté et Edith Cavell est fusillée. Oui, donc ça va très très loin. Ça, c'est vraiment, véritablement le réseau d'exfiltration des soldats français et britanniques et de certains individus qui sont passés aux Pays-Bas, qui étaient, durant la Première Guerre mondiale, qui étaient neutres, à l'inverse de la Seconde Guerre. Oui, les Allemands, par tous les moyens, vont essayer de faire sauter tous ces réseaux de résistance. À tous les niveaux. Ils vont réussir à certains moments, ils vont rater à d'autres moments, mais en tout cas, ça sera véritablement un leitmotiv qu'ils vont avoir. C'est l'information et casser tous ces réseaux qui peuvent exister. Là, je te dirais la différence entre la Première et la Seconde Guerre par rapport au réseau de résistance, c'est que durant la Seconde Guerre, ils sont tellement nombreux. Il y a tellement de personnes qui font partie de la résistance. Entre guillemets, quand je dis tellement, n'imagine pas des millions de personnes, hein, mais je veux dire que proportionnellement à la Première Guerre mondiale, il y en a beaucoup plus dans la Seconde Guerre mondiale qui vont être actifs par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est parce que les Allemands au début étaient plus sympas, plus gentils, ou parce que pendant la Première Guerre mondiale, ils étaient beaucoup plus stricts? Ça, on n'en sait rien. La seule chose, c'est que tu vas avoir aussi plus de collaborateurs durant la Seconde Guerre. Donc, plus de résistants, plus de collabos. On va dire que c'est plutôt les clivages politiques qui vont distancer la population par rapport à leur choix de décision d'entrer ou pas dans la collabo ou la résistance. Et est-ce que tu sais nous expliquer pourquoi justement il y a plus de collaborateurs, de collaboration durant la Seconde Guerre mondiale? Est-ce qu'il y a justement un discours qui est mieux rodé ou une manière plus détournée de faire entrer l'idéologie dans la tête de certaines personnes? Quelle est leur méthode justement utilisée pour pouvoir recruter plus facilement des collaborateurs? Oui. La Première Guerre mondiale, tu défends ta patrie, point. La Seconde Guerre mondiale, tu défends des idéologies. On avait le parti rexiste qui préexistait en Belgique. Et donc, quand les Allemands arrivent, Léon Degrelle, d'ailleurs, c'est le premier à vouloir faire parade avec Hitler. Il veut, lui, directement collaborer avec l'Empire allemand, avec le Reich, le Troisième Reich, avec la volonté de mettre en évidence cette idéologie nationale-socialiste, donc d'extrême droite. Et donc, lui, il y adhère totalement. Et donc, finalement, quand les Allemands arrivent, ils se disent « mais c'est génial, on n'a même plus rien à faire. On a déjà des fanatiques qui sont là et qui vont nous aider. » Parce qu'ils sont d'accord avec notre idéologie, avec notre façon de penser. En 1914, essaye de trouver un Belge qui est content parce que les Allemands sont arrivés. Donc déjà, tu as une distinction. Deuxième élément, quand les Allemands arrivent, ils mettent en place une énorme propagande. Faites confiance aux soldats allemands, nous sommes là pour vous protéger. Et ensuite, ils vont faire des campagnes de recrutement. Oui, engagez-vous dans la Légion wallonne, contre le bolchevisme, rentrer dans la SS Wallonie. Véritablement, il y a une volonté de la part des nazis. Hein, donc, tu ne rentres pas dans la Wehrmacht. Enfin, la Légion Wallonie, peut-être au début, c'est la Wehrmacht, mais après, c'est la SS Wallonie. Donc, c'est des fanatiques. Mais attention, tous ces individus qui rentrent dans la collaboration militaire, hein, eh bien, ils ne combattent pas dans leur région. On les envoie sur le front de l'Est. En fait, c'est un principe. On ne va pas faire combattre des Belges contre des Belges, parce que sinon, le Belge, à un moment donné, il se dit, mais est-ce que je vais vraiment tirer sur un de mes compatriotes? Ça, oui. On les envoie en Ukraine ou sur le front de l'Est ou sur des Russes et hop, on y va. Il n'y a plus aucune idée. Et surtout que dans l'idéologie nazie, ça reste des Slaves dont ils sont des sous-hommes par rapport aux Européens occidentaux.
Autre élément, et donc là, je vais rentrer dans un élément qui va fracturer la Belgique, c'est le principe qui est déjà établi par les Allemands durant la Première Guerre mondiale, mais qui va être aussi utilisé durant la Seconde Guerre mondiale, c'est le principe de la Flammenpolitik. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, donc c'est les Allemands qui favorisent les néerlandophones de Belgique par rapport aux francophones. Donc dès le début, lorsque la Belgique capitule face à l'Allemagne en mai 40, tous les soldats belges de langue, qui parlent le néerlandais, ont la possibilité de pouvoir rentrer chez eux. Tous les francophones doivent rester jusqu'à la fin de la guerre. Et ils restent prisonniers de guerre pendant 4 ans. La distinction est là et on sait statistiquement qu'il va y avoir plus de néerlandophones qui vont rentrer dans la collaboration parce que aussi ils se disent que dans un pays qui est depuis peu bilingue, avant la Première Guerre mondiale, la Belgique est francophone, presque exclusivement. Comme je dis, Léopold II ne parlait pas néerlandais. Donc, je veux dire, c'est des choses comme ça qu'il faut prendre en considération. Je ne dis pas qu'ils avaient raison, je dis juste qu'on peut comprendre qu'à un moment donné, quand on les met en évidence, on les met en valeur, ils se disent que finalement, c'est bien, on va rendre l'appareil. En Wallonie, il va y aussi avoir des gens qui vont se lancer là-dedans et c'est vraiment la propagande qui va extrêmement bien fonctionner. Et tu peux avoir des jeunes gars ou des jeunes filles qui tout simplement sont déstabilisés, ils ont 16 ans quand les Allemands arrivent, ils ont 18 ans quand en 1942, ils se disent finalement oui, ils sont là, ils sont bien gentils, on n'a pas de soucis. Moi, j'ai pas d'objectif de vie, on me propose de rentrer dans l'armée, je sais pas, rentrer dans l'armée belge, je me propose de rentrer dans l'armée, pourquoi pas? Mes parents sont anticommunistes, je vais aller tuer du bolchéviste sur le front de l'Est. Voilà, et donc les motivations, parfois les motivations sont, il n'y a pas forcément des motivations d'extrême droite, c'est juste se dire, voilà, pourquoi pas aller une nouvelle aventure. Et donc les Allemands vont pas avoir de mal à avoir des collaborateurs. C'est juste qu'au début, les premiers collaborateurs sont un peu encombrants pour les Allemands. Dans quel sens? Parce que la Belgique est gérée par la Wehrmacht, donc pas par forcément des gens qui suivent l'idéologie nazie. Ils font peut-être partie du parti nazi, ils ont peut-être voté pour Hitler, mais ils ne dispersent pas, ils ne font pas la publicité de l'idéologie nazie. C'est peut-être tout simplement des gens qui sont dans la bonne société allemande et qui, dans l'antisémitisme global de l'époque, ils s'en foutent de savoir ce qu'il en est pour les Juifs et qu'ils se disent on doit administrer le pays et qu'il y a des Belges qui sont plus fanatiques qu'eux à certains moments. C'est quoi ce délire? Et donc, au début, c'est pas évident. C'est quand ça se gâte que les Allemands ont des difficultés, que là ils se disent finalement on va les utiliser et on va les utiliser pour nous aider à défendre ce territoire gagné. Tu nous parlais du fait qu'il y avait une propagande assez forte, notamment via des affichages, peut-être via des émissions de radio à l'époque. Qu'en était-il des écoles? Est-ce que les étudiants, les jeunes écoliers avaient à étudier des manuels allemands avec la propagande nazie? Tu peux un peu nous en parler? Ça, je te dirais que c'était plutôt en fonction du professeur et de ce qu'il avait envie de diffuser. Je te dirais que dans la majorité des écoles, on était dans l'objectif de valoriser le patriotisme. Et on sait que, par exemple, je vais prendre le cas à Mons, il y avait l'école Saint-Stanislas, qui est une grosse école très réputée. À l'intérieur de l'école, il y avait des professeurs qui étaient des résistants et qui faisaient le nécessaire pour bien faire comprendre à leurs étudiants comment il fallait penser. Mais ça dépend véritablement du professeur, de la situation et de l'objectif de l'école. Je n'ai pas, en tout cas pour Mons, d'école particulière où on va véritablement valoriser la propagande nazie. Ça a dû sûrement arriver, mais je pense que les Allemands, c'est pas véritablement dans les écoles qu'ils allaient bouleverser l'ensemble de l'instruction. Au niveau culturel, on sait qu'il va y avoir des expositions qui vont être faites. Et je te dirais plutôt qu'il y avait une censure. Donc, il y avait un contrôle. Donc, il y a certaines choses qu'on ne pouvait plus faire, que les Allemands interdisaient de faire. Il y a eu des expositions comme ça à Paris où c'était c'est quoi le juif et que te montrait toutes les caractères, tous les stéréotypes du juif. Et tu vas avoir la même chose. Tu vas avoir aussi une exposition à Mons en 1942, si je me souviens bien, qui va être la valorisation du patrimoine wallon. Et donc, on va présenter les artistes wallons. Alors, c'est un objectif de dire que les artistes wallons sont à l'image des artistes allemands de haute qualité. Donc, on est là-dedans. Donc, on va mettre en valeur, en évidence,
une identité régionale, pas nationale, hein, régionale, pour dire, ben voilà, finalement, vous faites partie du Grand Reich avec une grande culture, des grandes compétences, parce que finalement, pour les Allemands, il n'y a rien de plus qu'un Belge qui lui ressemble. Donc, c'est pas du tout, il y a absolument pas d'animosité, entre guillemets, raciale face à la population belge. C'est plutôt l'inverse. On va essayer de les valoriser. La même chose pour les Flamands. Hein. On va essayer de les valoriser, de dire, oui, voilà, vos grands maîtres flamands, finalement, c'est comme nos grands maîtres allemands. C'est de la grande culture européenne. On a créé, comment je vais dire, la culture européenne. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on va travailler. Maintenant, évidemment, si dans une classe, il y avait un professeur qui cassait tous les Allemands et tout ça, il suffisait qu'il y ait un seul élève dont le père était proche des collaborateurs et c'était fini. Et donc, les professeurs s'auto-censuraient, je pense. Il faut plutôt voir ça comme ça, que je ne connais pas vraiment, hein, mais qu'une grosse décision de la part des Allemands qui interdisent ou qui obligent à étudier certains éléments culturels. Qu'en était-il des gens qui parlaient allemand durant la Seconde Guerre mondiale, ici dans ce cas-ci, en territoire occupé? Est-ce qu'ils étaient considérés comme des collaborateurs, des liaisons? Est-ce qu'ils rejoignaient plutôt la résistance? Ou est-ce qu'ils étaient totalement neutres? Est-ce qu'ils avaient un rôle vraiment clé à jouer de par la langue? Alors, je vais commencer par rapport à la Première Guerre mondiale. Donc, et là, je vais te donner 2-3 petites anecdotes et tu vas voir que c'est du 100% concret. Quand la Belgique est envahie le 4 août, eh bien là, tu vas avoir une sorte de pogrom qui va se dérouler en Belgique sur tous les nouveaux Allemands. Donc, enfin, les nouveaux Belges qui proviennent d'Allemagne. Et donc là, véritablement, leur magasin va être saccagé par les Belges. Ils vont être pillés ou ils vont être mis directement au banc de la société locale. C'est évident. Et d'ailleurs, tu vas avoir la toponymie qui va changer. À Mons, tu as la place de Bavière qui va changer de nom. À la fin de la Première Guerre mondiale, d'ailleurs, elle va s'appeler la place des Alliés, directement. Et alors, tu vas avoir des changements. Tu connais le principe du café viennois? Eh bien, en fait, c'est le café liégeois. On va changer le nom pour mettre en évidence l'effort de ce qui va être fait à Liège pour ralentir les Allemands. Parce que la différence entre le café viennois et le café liégeois, il n'y en a pas en fait. On va me dire, ouais, il y en a, c'est avec de la mousse de lait, l'autre, c'est avec de la chantilly. Mais le changement, c'est minime, justement. Voilà, et donc on va changer. Et d'ailleurs, la famille royale britannique va changer de nom. Après, elle va s'appeler la famille Windsor, parce que de base, c'est une Saxe-Cobourg-Gotha. Aussi, c'est proche de la famille royale belge. Donc, tu vas avoir déjà, dès la Première Guerre mondiale, les germanophones les populations allemandes qui sont en Belgique vont subir ça. Par contre, je vais te donner un contre-exemple. Le doyen de la collégiale Sainte-Vaudrue, c'est un prince de Croÿ, qui est d'origine, la famille est d'origine allemande. Il va même faire son service militaire en Allemagne. Et lorsque les Allemands arrivent à Mons, eh bien, lui, il va aller au-devant des troupes allemandes qui arrivent. Elles ont utilisé la population humaine comme bouclier humain. On était à la limite d'un massacre. Et lui, il va aller, la légende veut, en fait, on n'est pas certain, mais on nous a toujours dit que le chanoine le doyen plutôt de la collégiale est arrivé. Et c'était un prince, hein. Donc c'est un prince de Croÿ. Et il va être en direct avec les officiers allemands qui, durant la Première Guerre mondiale, sont tous de la noblesse allemande. Et il va dire, épargnez la population montoise. Il va parler allemand et il va défendre la population montoise en allemand. Et durant toute la guerre, on sait qu'il va être un allié par rapport à ça. Pour la seconde. Et donc, te répondre, savoir comment les germanophones ou les personnes qui parlent allemand, mais elles vont être utilisées. Et elles vont être utilisées comme interprètes fortement et encore plus durant la Seconde Guerre que durant la Première. Parce que durant la Seconde Guerre, en fait, après la Première, tu vas avoir une sorte de dégoût de tout ce qui est allemand. Et donc, les gens vont beaucoup moins aller étudier l'allemand et vont beaucoup plus aller étudier l'anglais. Donc, il va y avoir une sorte de défiance complète envers la littérature, la culture allemande. Et donc, on va en avoir moins, mais tu vas en avoir certains. Les seules personnes qui parlent allemand vont être à devoir traduire. Est-ce qu'elles collaborent pour autant? Ça, c'est autre chose. C'est ça, un peu contre leur gré aussi, parce que voilà, en temps de guerre, on est forcé, contraint de faire des choix parfois contre nos valeurs. Mais... Exactement, et tu vas avoir certaines personnes qui, je me souviendrai, on m'avait donné le cas d'une personne qui, pour vivre, a dû prendre un emploi dans l'administration allemande. Il n'est pas du tout collaborateur, mais à un moment donné, il faut vivre, il a pris l'emploi, et à la fin, il va être jugé. Le jugement va dire qu'en effet,
il n'y avait aucune volonté de sa part de collaborer et qu'il voulait vivre et qu'il avait besoin de... Sinon, il partait au travail obligatoire. Et donc voilà, quand on collabore pas véritablement par choix. Et puis, il y a différents niveaux de collaboration. Est-ce que tu peux nous en parler justement des différents niveaux de collaboration? Ça va à tout niveau dans ta vie quotidienne. Donc, c'est-à-dire que tu marches à côté d'un soldat allemand, il chope par terre, tu le ramasses par politesse, ben, est-ce que tu es un collaborateur pour autant? Voilà. Tu as un soldat allemand qui habite chez toi durant la Première Guerre mondiale pendant 2 ans, à qui tu dois faire à manger tous les jours, qui dort dans ta maison, qui est extrêmement poli avec toi, qui est très cordial, qui t'apporte un petit peu de nourriture en plus. Quand il s'en va, ben, tu regrettes cette compagnie qui existait. Parce que pour autant, tu es un collaborateur. Quand tu es une femme, tu n'as pas de mari, mais tu as un enfant. Ton mari est décédé. Tu n'as pas d'aide sociale forcément, ou tu as peu d'aide sociale. Ta famille ne veut plus de toi. Et qu'à un moment donné, tu as un soldat allemand très gentil, qui n'est pas un soldat nazi, un simple soldat de la Wehrmacht, qui tombe amoureux de toi, qui te fait la cour et t'accepte ses avances. Tu as un enfant avec, et en 1944, tu es rasé sur la grande place de Mons et on te met une croix gammée. Et elle a peut-être fait ça parce qu'elle est tombée amoureuse ou parce qu'elle avait besoin de survivre ou donner à manger à ses enfants. Est-ce que pour autant, oui, tu es un collaborateur dans une certaine mesure. On appelle ça la collaboration horizontale. Mais est-ce que pour autant, tu avais la volonté de vouloir, attaquer les autres Belges? Non, c'était pas son objectif. C'est survivre. Et c'est ça qui, lors de la libération, tu as 3-4 jours comme ça où tu vas avoir les règlements de compte. Et c'est les 3-4 jours les plus horribles qui peuvent arriver. Tu as l'excitation maximale. Tu as les Américains qui arrivent, ou à Mons, par exemple, où tu peux avoir à Tournai, c'est les Britanniques. Ils arrivent, ils libèrent. Tu as une effervescence globale. Et en même temps, tu vas avoir, là c'est aussi très intéressant, tu vas avoir les collaborateurs, enfin les résistants historiques qui vont se montrer parce qu'on ne sait pas qui c'est, et qui vont se mettre à aider les Américains à gérer. Et puis là, tu vas avoir ce qu'on appelle les résistants de la 46e heure, donc c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais rien fait durant l'occupation et que comme les Américains sont là, ben, ils deviennent des résistants et parce que certains d'entre eux avaient un petit peu collaboré et se disent il faut nettoyer plus blanc que blanc en sortant de la guerre. Tu vas avoir différents niveaux de résistants qui vont apparaître. Mais voilà, j'ai perdu mon fil. Désolé, je parle. Vas-y, je t'écoute. Pas de souci. Ici, on a déjà une question de Epinoc qui nous demande si en 14-18, des traducteurs pouvaient être juifs. Alors, si tu veux, durant la Première Guerre mondiale, il n'y a pas encore cette distinction et tu vas avoir des Juifs qui font partie de l'armée allemande et qui vont combattre pour les Allemands durant la Première Guerre mondiale. Donc, il n'y a pas encore... Cette idéologie arrive véritablement après la Première Guerre mondiale. Ça va arriver assez rapidement dans les années 20. Et en fait, c'est la défaite de l'Allemagne qui va donner l'idée de trouver un bouc émissaire de cette défaite. Et ils vont dire que c'est justement à cause des Juifs qui faisaient partie de l'armée allemande qu'ils ont perdu la guerre. Et donc, ça, c'est un discours que tu vas retrouver généralement. Mais donc, oui, tu peux avoir des Juifs, et beaucoup, qui font partie de l'armée allemande, qui sont intégrés dans l'armée allemande et qui ne posent pas de problème. Après, tu as ce qu'on appelle un antisémitisme global, et on peut le voir avec l'affaire Dreyfus, fin 19e. Et pourquoi Dreyfus a été envoyé au bagne? Parce qu'il était juif. On n'avait aucune preuve contre lui, mais il fallait trouver un bouc émissaire, c'était le juif. Et donc, en gros, le juif, c'est un moindre mal, tant qu'on peut l'utiliser. C'est horrible ce que je dis, c'est pas ce que je pense. Tant qu'on peut l'utiliser, on va l'utiliser. Et s'il faudra trouver un coupable, ça sera le bouc émissaire parfait. Ici, j'ai Mythos Realis qui nous dit que, selon lui, selon ce qu'il pense, on estime à plus ou moins 1% le nombre de résistants français et collaborateurs français. Est-ce que c'est pareil ici en Belgique? Est-ce qu'on estime, à combien de pourcents est-ce qu'on estime plus ou moins le nombre de collaborateurs et de résistants? Je n'arriverai pas à faire ce calcul exact, mais je pense, il faudrait que je fasse le calcul. Mais je suis très mauvais en calcul, mais je pense qu'il y avait entre 60 000 et 70 000 résistants pour une population de 6 millions d'habitants. Donc, peut-être que c'est plus ou moins... Je suis pas meilleur en calcul que toi, donc voilà, je ne vais pas t'aider à calculer. C'est plus ou moins... Donc, c'est une proportion négligeable. Après, je dirais que ces calculs sont toujours des calculs qui ne peuvent être jamais des vrais calculs.
Alors, on va me dire, mais comment on peut dire ça? Eh bien, Une tout simplement, estimation. c'est une estimation, mais surtout que après la Seconde Guerre mondiale, les gens enfin, les résistants vont devoir être reconnus en tant que résistants. Et donc, on va avoir des demandes et on va demander aux gens d'avoir des preuves d'être résistants. Et si on n'a pas de preuve qu'il est résistant, il n'est pas résistant et il n'est pas comptabilisé dedans. Qu'est-ce qu'on avait Et comme preuve qui pouvait être un bon justificatif? Parce que des justement, témoignages. Tu dois, en fait, d'accord. des témoignages des autres personnes de ton réseau. Et ça, c'est des bonnes preuves. Mais alors, tu vas avoir beaucoup de femmes qui ont distribué énormément de messages qui, elles, ne vont jamais faire la demande de reconnaissance de résistance. Et donc, elles ne sont pas reconnues comme résistantes. Et pourquoi est-ce qu'elles ne font Alors pas de qu'elles ont demande? été... Ah, alors ça, d'une part parce qu'elles considéraient que leur travail n'était pas de la résistance, parce qu'elles trouvaient qu'elles disent, moi j'ai rien fait, j'ai juste distribué des messages ou déposé des boîtes dans des lettres. Alors J'appelle que pas ça c'était de la résistance. vraiment aussi crucial pour pouvoir communiquer entre résistants et Exact. faire tomber l'ennemi. Exactement. Et après, tu vas avoir l'autre chose. Et ça, il faut se repositionner dans la vie sociale de l'époque. C'est-à-dire que c'est l'homme qui décide. L'homme est un résistant, sa femme est là avec, il va lui donner plein de travail à faire, et l'homme va faire la demande, et c'est l'homme qui sera reconnu. Et l'homme, il va pas se dire, ben non, il faut que je la reconnaisse aussi. Il dit, mais non, c'est moi. Ah oui, c'était une autre Et alors, tu mentalité vas aussi à avoir, l'époque. oui, clairement, et j'avais l'autre cas d'une autre dame qui me disait que sa mère voulait rentrer dans la résistance, son père était résistant, et sa mère voulait rentrer dans la résistance, et son père a refusé. Pourquoi? Parce qu'il disait que si il lui arrivait quelque chose, il fallait au moins que quelqu'un puisse s'occuper des enfants. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On ramène la femme à son objectif durant cette période-là, c'est s'occuper des enfants, faire à manger, rester dans la cuisine. Et donc voilà, il faut jamais oublier la situation sociale de l'époque qui fait que, voilà, on pourrait avoir des chiffres. Il y a tout plein de dossiers AFR de résistants, j'en ai déjà consulté. Il y a des chiffres, mais ces chiffres sont une approximation du nombre de résistants qu'il pouvait y avoir. Et les résistants pouvaient aussi être considérés comme tels après la guerre s'ils étaient décédés durant leur mission de résistant, comme nous dit par exemple ici RG Superfan, qui parle de son grand-oncle et de son grand-père qui, eux, sont malheureusement décédés dans Tout à ces fait. conditions-là. Et donc là, comment ça va se faire? Eh bien, ce sont les familles qui vont demander que la personne soit reconnue comme résistant et on va avoir des témoignages qui vont être faits. Attention, hein, tu as des témoignages qui, encore dans les années 50, vont être donnés justement pour pouvoir avoir ces éléments-là. Et je vais te donner un exemple d'une personne qui n'a pas été reconnue comme résistant. C'est un gars de Nîmes, donc au nord de Mons. Il y a un canal, il est batelier. Et un jour, il se fait attraper par un camarade du village qui est un collaborateur et qui le fait signer pour aller au STO, donc le service de travail obligatoire. En fait, il s'appelle Émile Burme, et Émile, il n'est pas très malin, et donc je pense qu'il avait bu un coup aussi, il s'est fait embobiner, il signe, et il part en Allemagne, et arrivé en Allemagne, en fait, ils se rendent compte qu'il doit travailler, et il ne veut pas travailler, et donc il est réfractaire au travail, une première fois, puis il est envoyé au cachot pendant une semaine, on le renvoie au travail, une deuxième fois, il ne va pas travailler, et jusqu'à une troisième fois. Et puis, il va faire la dernière année en captivité en Allemagne. À la libération, il revient en Belgique, et il demande de se faire reconnaître comme résistant, vu qu'il a résisté. Pour lui, il n'a pas travaillé pour les Allemands. Mais là, l'État belge, il dit, écoutez, monsieur, vous avez signé un document dans lequel vous avez dit que vous alliez partir au travail obligatoire. Ce n'est pas de la résistance que vous avez fait, c'est plutôt de la fainéantise par rapport au travail. Et donc, l'État belge ne l'a pas reconnu comme résistant. Parce que quand vous êtes reconnu comme résistant, en fait, vous êtes reconnu comme un militaire. Et donc, ça vous donne droit à une pension. Et donc, l'État belge, il vérifie, parce qu'à la limite, on aurait pu distribuer les titres de résistants. Mais non. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une date de début et d'une date de fin. Et donc, ça veut dire que la date de début, vous devez dire dans quel réseau vous êtes rentré, qui vous a fait rentrer dans le réseau, pourquoi, quelles étaient vos missions, quels étaient votre objectif. Et donc, il fallait décrire tout ça. Et donc, c'est beaucoup de paperasse administrative. Et c'est assez impressionnant la manière dont ça va être géré. Et tous ces dossiers existent. Et donc, si vous voulez savoir si une personne est résistante ou pas, il suffit d'aller à EVER et vous avez accès à tous ces dossiers de résistants. Et c'est énormément d'informations qu'on peut retrouver, parfois beaucoup, parfois peu. Mais moi, j'ai été amené à les consulter pour aller vérifier. Je vous parle de Léonce Descamps. J'ai été vérifier si ce qu'elle me disait était juste. Et en effet, à l'époque, ça a été décrit comme ça. Et en parlant de résistance et de documents qui permettent d'attester qu'ils étaient bien, des réseaux qu'ils étaient affectés et certainement des méthodes qu'ils ont utilisées pour pouvoir déjouer certains plans,
Est-ce que tu as, toi, en exemple, justement des techniques, des réflexions, des choses qui ont été mises en place par la résistance qui sont, selon toi, impressionnantes pour pouvoir faire tomber des opérations ennemies? En fait, si tu veux, tu vas avoir ce que je vais appeler une résistance assez passive durant la période d'occupation. Et au moment de la libération, elle va être beaucoup plus active. C'est quand ils vont recevoir les messages sur la BBC du débarquement, où là où ils savent qu'ils doivent aller faire sauter des ponts, faire sauter du chemin de fer. Mais sinon, on a très peu d'actions extraordinaires de la part de la résistance durant véritablement l'occupation. Mais par contre, il y en a plein de petites. Alors, je vais t'en donner qui, somme toute, ne sont pas très fabuleuses, mais qui, finalement, sont symptomatiques de c'est quoi être résistant durant la Seconde Guerre. T'en as un, il y avait des grands calicots, les Allemands avaient mis un grand calicot sur l'hôtel de ville de Mons, V, Allemagne victorieuse sur tout le front. Et un 21 juillet, les résistants vont le retirer. Et donc, par la suite, les Allemands vont imposer à la ville d'en créer 4 et d'en mettre 4 sur la Grand Place. Après, tu vas avoir la fameuse Léonce Descamps, lorsqu'elle m'a donné son témoignage, m'a expliqué qu'elle a tué quelqu'un. Et elle dit, on ne tue jamais un Allemand. Un Allemand, tu n'y touches pas. Elle a dû tuer un collaborateur. Et elle me dit, c'est la première fois que je le dis, véritablement. Et c'est vrai que ça ne se retrouve pas dans son dossier. Mais elle n'avait aucun objectif de me mentir. J'ai fait cette interview il y a 3 ans, hein, donc il n'y avait aucun objectif de me mentir. Et elle m'a dit, on m'a donné un ordre. Elle faisait partie de l'armée secrète. On m'a donné un ordre. Et l'ordre, j'ai dû faire le nécessaire. Et cette armée secrète, est-ce que c'était la DGSE par hasard? Non, ça, la britannique. Non, c'est la S. C'est la S. Donc la S, c'est l'armée secrète, c'est véritablement 100% belge, mais elle était connectée avec les Britanniques. Moi, j'ai pas de cas très précis à Mons sur des sur des éléments très spécifiques parce que Mons n'était pas très stratégique. Mons est devenu stratégique lorsque les Allemands ont battu en retraite, parce que tous les Allemands se sont regroupés dans la région. Sinon, tu n'as pas de grandes zones. Majoritairement, les Américains ont bombardé les zones. Et donc, je vais utiliser des micro-actions que les résistants vont faire sur des choses beaucoup plus délicates. Et j'en ai encore parlé hier avec un ami historien de plus de 75 ans, Yves Bourdon, qui est spécialiste et qui m'expliquait à Mons, il n'y a pas de grands coups d'éclat. Il y a vraiment plein de petits endroits, mais tous ces petits endroits cumulés font un énorme blocage et des difficultés colossales pour les Allemands pour battre en retraite lors de la libération. Mais j'ai pas comme ça d'exemple de vraiment grosse préparation, gros coup d'éclat qui va se dérouler dans nos régions même. Je n'ai pas vraiment souvenance. Voilà. Tout à l'heure, tu nous parlais de pogroms qui avaient été organisés lorsque les Allemands sont arrivés, enfin les nazis. Ma question voilà, est la suivante. Est-ce que nous avions aussi des ghettos en Belgique? Est-ce que des ghettos ont été formés à certains endroits? Non, à ma connaissance, il n'y a pas de ghetto. Il y avait 2 communautés juives qui étaient présentes. La première à Anvers, évidemment, hein, qui est toujours existante, et la deuxième sur Bruxelles. Par la suite, on a des populations juives qui existent dans l'ensemble de la Wallonie et de la Belgique, mais elles sont en très petit nombre. Je vais te donner le cas de Mons. Désolé, hein, je reviens toujours dessus, mais c'est celui que je maîtrise. Il n'y avait même pas 90 juifs qui étaient présents à Mons. On n'a même pas de synagogue. Et donc, ça n'a jamais été quelque chose sur lequel on va faire attention. Par contre, dans les autres endroits, sur Bruxelles et Anvers, bien, et ils vont être amenés à la caserne de Saint-Malines. Mais il n'y a pas, le peu de population fait qu'il n'y a pas de nécessité de véritablement déplacer les populations dans des ghettos. Et alors, je reviendrai toujours sur ce processus et sur ce principe. Le comportement des soldats allemands en Europe occidentale sera toujours différent de l'Europe orientale. Pour les Allemands, les Polonais, ce sont des sous-hommes. Et donc, des Polonais juifs, c'est encore plus bas. Et en France, il n'y a pas non plus de ghetto. On ne crée pas de ghetto avec les Français juifs. On va les rassembler. Tu vas avoir la rafle du Veldiv. Ils vont être mis dans des camps de transit, et puis ils vont être envoyés dans les camps d'extermination. Ça, c'est clair. Et il n'y aura plus de distinction à ce moment-là entre les Juifs d'Europe orientale et les Juifs d'Europe occidentale. Le comportement des Allemands est surtout des nazis, donc des fanatiques. Ceux qui sont envoyés en Ukraine, ils vont avoir en Ukraine et en Russie, ils vont avoir des comportements, ils vont exterminer des villages complets. Que ce soit juifs ou ukrainiens ou russes, c'est des Slaves, c'est le même tas. Et à un moment donné, ce genre d'individus vont se retrouver en Europe occidentale. Et on va prendre le cas d'Oradour-sur-Glane. Je ne sais pas si tu connais ce village français qui était en fait, c'est un village où c'était
des nazis qui avaient été avant sur le front de l'Est et par vengeance vont mettre l'ensemble des habitants dans l'église et vont faire cramer l'ensemble du village et détruire l'ensemble de la population. Et ce village est ce qu'on appelle un village martyr et il porte encore les stigmates de ça. Et donc voilà, ça c'est le genre de... Et donc ce genre d'événement en Europe occidentale est extrêmement rare. Mais voilà, c'est fait par des gens qui venaient de l'Est où c'était commun et courant d'exterminer la population sans aucune difficulté. On ne va pas avoir ça dans nos régions. On va pas avoir, c'est pas du tout dans leur objectif. On va avoir des massacres, on va avoir des crimes de guerre, ça c'est clair, mais on ne va pas avoir des énormes massacres de masse ou la création de ghettos où on va rassembler les gens. Non, ça n'a pas été un leitmotiv complet de la part des Allemands de chercher dans chaque ville de Belgique où était l'ensemble de tous les Juifs. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y avait une chasse aux sorcières. Évidemment, ils étaient persécutés, évidemment, ils devaient se cacher, ils devaient se protéger. On n'était pas en permanence en train de chercher dans nos régions où étaient des Juifs parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et parce que sur une population de 25 000 habitants, au Mons, il n'y en avait que moins de 100. C'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais on va en avoir qui vont être arrêtés, qui vont être envoyés à la caserne de Saint et qui vont être exterminés. Mais on va avoir, comme ils sont peu nombreux, une protection de la population locale qui va les protéger et c'est assez facile de les protéger. Et justement, donc c'était assez facile de les protéger. Quelles étaient les méthodes pour pouvoir les couvrir? Voilà, alors ici je vais te donner un exemple. Il y a 3 semaines au musée, on a reçu le diplôme de Juste parmi les nations de la part d'un couple qui n'ont pas d'enfants, c'est pour ça qu'on a récupéré le diplôme. Et donc est venu ici à Mons un gamin qui, durant la Seconde Guerre mondiale, avait 7 ans et qui était protégé par une famille au nord de Jurbis dans une ferme. Comment ça s'est fait? Eh bien, la famille juive a été protégée par cette famille c'est Montigny-les-Lances, tout simplement parce qu'elles se connaissaient. En fait, elles étaient maraîchères toutes les deux. Elles se voyaient au marché à Bruxelles et ça faisait plusieurs années et elles étaient devenues amies. Lors de l'occupation, voyant que la question des Juifs était de plus en plus difficile, elle a dit « venez à la maison ». La famille est venue à la maison et après, voyant que de temps en temps, il y avait des contrôles, il les envoyait à différents endroits. Et donc, ils se déplaçaient. Ils étaient cachés par différentes personnes. Ça aussi, c'est de la résistance. Tu vois, ils ne sont pas reconnus comme résistants, mais c'est de la résistance. Et donc, ils vont cacher ces jeunes gens. Et ça m'a fait rire de voir ce monsieur qui, après la Seconde Guerre mondiale, est parti habiter en Israël. Et donc, il est revenu ici. Et alors, il parlait patois de la région. Et il disait, il m'appelait un gamin. Et donc, ça m'a fait rire parce que, en fait, c'est ça qu'il a gardé. Donc, il parle toujours français, mais il a gardé et il pouvait parler. Imagine-toi que il était venu avec tous ses petits-enfants. Il avait 5-6 petits-enfants et grâce à cette famille qui les a cachés, eh bien, il a pu créer sa famille en Israël. Et rien que de voir ces petits-enfants qui étaient là, qui ont fait le déplacement jusqu'ici pour remercier finalement cette famille qui n'est plus vivante, mais ça montre tout l'intérêt de comment, en fait, ils étaient cachés, protégés. Et donc, c'était un moment extrêmement émouvant. Voilà, désolé, hein, je dérive, mais c'est pour montrer que, tu vois, dans le travail que je fais au quotidien dans un musée, avant tout, je travaille avec du vivant, avec des individus, avec des témoignages, avec ce qu'on me raconte. Et donc, je suis une sorte de réceptacle de mémoire et je fais le transmetteur en les expliquant. Je suis un passeur de mémoire, un passeur d'histoire et de moments extrêmement humains. Oui, c'est très intéressant justement de pouvoir avoir des témoignages. Ici, je me demandais aussi, durant la Première Guerre mondiale, il me semble que l'état d'esprit des soldats qui partaient à la guerre était différent de celui de la Seconde, parce que justement, durant la Première Guerre, voilà, c'était la Première Guerre mondiale justement, les atrocités qu'ils allaient vivre n'étaient pas comparables à ce qu'ils imaginaient. Durant la Seconde, justement, je suppose que leur état d'esprit était différent. Est-ce que tu peux nous en parler? Ce que tu m'expliques par rapport à la Première Guerre mondiale, et au début, donc la fameuse fleur au fusil où on est content d'aller se battre, c'est une image de propagande. Donc, c'est une image de propagande qui fonctionne extrêmement bien et elle fonctionne encore extrêmement bien aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet, il y avait des gens qui étaient particulièrement contents d'aller se battre. Et ça, c'est évident. Mais on ne peut pas dire que l'ensemble de la population était contente d'aller se battre. Bien au contraire.
La seule chose, c'est que on n'avait jamais vécu une guerre qui a duré aussi longtemps. Tu vois, quand on va parler au Moyen-Âge de la guerre de 100 ans, tu as la guerre de 7 ans, la guerre de succession, et comment ça se passe? Tu as un combat qui se déroule et après, pendant 2 ans, tu n'as pas de combat, ou tu as un autre combat qui se déroule à un autre endroit et hop, tu as de nouveau une bataille. Je veux dire que tu n'as pas de la bataille en permanence. Ça n'a jamais existé avant la Première Guerre mondiale. Parce que la Première Guerre mondiale, c'est un affrontement permanent, quotidien, pendant 4 ans. Ça n'existait pas. Les hommes n'avaient jamais vécu ça. Et donc, en fait, personne ne s'attendait à ça. Et donc, en effet, tu as eu cette effervescence de partir au combat, mais ils ne savaient pas dans quoi ils se lançaient. Et tu as aussi, suite à la création des véritables États-nations, comme on appelle ça, la création de la Belgique, avec l'idée d'une patrie, défendre la patrie. La Belgique n'avait même pas 100 ans, hein. Donc, tu dois défendre ta patrie, mais ça veut dire quoi, ta patrie? Mais à l'époque, la question ne se pose pas. Pourquoi? Parce qu'au 19e siècle, on est dans une période de création patriotique. Et donc, finalement, on est dans... Ça n'est que l'exacerbation du patriotisme qui explose en 1914 et qui fait que chacun va défendre sa patrie parce qu'on leur a dit qu'il fallait faire ça. Les premiers mouvements pacifistes arrivent quand même en 1913. Mais ce que les communistes ont déjà voulu faire avant, c'est-à-dire prolétaires de tous les pays, rassemble-nous ensemble, mais ça, il ne fallait pas en entendre parler pour les États-nations, parce qu'ils ne voulaient pas une fraternité extranationale, il fallait une fraternité nationale. En Belgique, on va défendre le pays. Après la Première Guerre mondiale, on va en entendre, plus jamais ça. C'était la Grande Guerre. On ne parlait pas de Première, on disait la Grande Guerre, par rapport à toutes les autres guerres, parce que les autres guerres, c'était des guerres longues, avec quelques combats, mais pas permanent. Et la souffrance des populations vont faire qu'au début de la Seconde Guerre, les gens ont extrêmement peur, n'ont pas forcément envie d'aller au combat. Mais la différence aussi, c'est que les États ont appris de leurs erreurs. Donc, par exemple, l'État belge, c'est seulement en 1913 qu'il y a la conscription. Avant, tu n'as pas de conscription. Tu as une armée professionnelle, plus les volontaires qui sont arrivés en 14. Après, l'État belge dit, hors de question, on veut une véritable armée, avec des gens qui ont des capacités à pouvoir se battre. Et donc, on est, entre guillemets, mieux préparé. Et pour les Français, ça va être exactement la même chose. Et les Français vont faire cette fameuse ligne Maginot, d'ailleurs, pour se protéger. Parce qu'on va plutôt être dans un état, dans un objectif défensif. On va plutôt se protéger. Et la diplomatie va essayer d'être beaucoup plus utilisée qu'en 1914. Parce que tu as cette fameuse drôle de guerre de 39 à 40 où l'Allemagne n'attaque pas, la France n'attaque pas non plus, mais ils se sont déclarés la guerre, tu vois. Et les Belges, ils sont là, ils sont prêts. On est prêts, hein. Les Belges sont prêts. Ça fait 1 an qu'on est prêts, on ne sait pas quand ça va se dérouler, on ne sait pas si on va nous attaquer ou pas, mais on est capable de pouvoir se défendre. Et on est toujours dans cette neutralité. Il n'y a toujours pas d'association de plusieurs nations pour une défense commune. Cette défense commune, justement, à quel moment va-t-elle arriver? À quel moment les États qui sont neutres vont décider de s'allier ensemble? En fait, c'est une fois qu'ils sont attaqués. Tu sais, c'est le principe. Hein. Ton ennemi, mon ennemi qui devient et qui est aussi ton ennemi, on devient amis, pas par choix, par nécessité. Et c'est véritablement ça. Les Pays-Bas vont le subir. Les Pays-Bas, quand ils se font attaquer par l'Allemagne, ils deviennent des alliés. Enfin, ils font partie de ce qu'on appelle les alliés, parce qu'ils se retrouvent dans la nécessité de devoir quitter leur gouvernement, envoyer l'ensemble de leur or en Angleterre, de bénéficier de la protection de l'Angleterre. Au début, il n'y a que l'Angleterre. Hein. Les Américains, ils n'interviennent pas jusqu'en 1941. Hein. Justement, donc, pourquoi les Américains vont-ils intervenir? Quel va être leur motif? Quel va être l'élément déclencheur? C'est Pearl Harbor. En 1941, c'est Pearl Harbor. Pearl Harbor va faire un coup énorme pour les Américains. Et les Américains se rendent compte que les Japonais sont alliés dans une certaine mesure avec les Allemands, avec l'Axe. Hein, et donc, ils se rendent compte qu'ils n'arriveront pas à gérer 2 fronts en même temps. Ils savent bien que les Japonais ne vont pas débarquer aux États-Unis, mais ils se disent que si l'ensemble des troupes américaines vont sur le Japon, ils risquent qu'ils perdent l'Europe occidentale si les Allemands avancent. Et donc, ils se disent, de manière très pragmatique, OK, le plus important pour le moment, c'est de consolider nos alliances avec nos alliés et d'aller aider nos alliés. Et donc, on va aider. Et c'est comme ça que tu as les libérations, le débarquement en Sicile et puis en Italie, la remontée vers le nord, le débarquement en Normandie. Et très rapidement, une fois que c'est fini, hop, on rapatrie, on renvoie les troupes et on l'envoie vers le Japon. Et pour le Japon,
les débarquements sont plus compliqués et ils vont bazarder les 2 bombes atomiques. Ça, c'est pour la Seconde Guerre mondiale. Pour la Première Guerre mondiale, les Américains rentrent en 1917. Pourquoi les Américains rentrent dans la Première Guerre mondiale? Ça, c'est pour d'autres raisons. Les raisons officielles qu'ils vont donner, c'est d'une part que, et ça c'est vrai, les Allemands vont envoyer des télégrammes et vont faire jouer leur ambassade au Mexique pour que les Mexicains déclarent la guerre aux Américains. C'est très cocasse de s'imaginer que les Mexicains aillent attaquer les Américains. En tout cas, l'Allemagne va essayer de tenter de basculer de ce côté-là parce que les Américains, ils aident en fournissant de l'alimentation, des armes à l'ensemble des alliés, donc qui sont à l'époque la Belgique, la France et le Royaume-Uni, l'Empire britannique même. L'autre élément officiel, c'est que l'Allemagne, avec ses U-boats, fait exploser de nombreux bateaux de marchandises américains. Et les Américains ne sont pas contents. Mais la vraie raison, c'est avant tout une raison économique, c'est-à-dire que les Américains ont tellement prêté à la France, à la Grande-Bretagne, que si ils perdent la guerre, les États-Unis ont peur des capacités de remboursement de la part de la France et du Royaume-Uni. Et donc, ça veut dire que tu ne peux pas récupérer l'argent que tu as prêté. Tu peux imaginer la même chose. Aujourd'hui, désolé de faire ce parallélisme, parce que l'argent qu'on envoie en Ukraine à partir de l'Union européenne, c'est pas un cadeau, ça reste un prêt. Le jour où l'Ukraine perd la guerre contre la Russie, l'argent que l'Union européenne a prêté à l'Ukraine, c'est fini, c'est perdu. Raison pour laquelle l'Union européenne a plutôt intérêt à ce que l'Ukraine gagne cette guerre, pour des raisons économiques. C'est malheureux ce que je vais dire, mais derrière toute guerre, toute décision, tu as souvent, et même c'est souvent l'élément prioritaire et le plus important, c'est l'aspect économique. Oui, en effet. Quel était l'état d'esprit des civils restés en territoire occupé en apprenant justement, qui n'étaient pas encore occupés à ce moment-là du coup, lorsqu'ils ont appris que la guerre commençait, d'abord la première et puis la seconde, quel a été l'état d'esprit des civils? L'état d'esprit des civils, c'est fuir, surtout au début de la seconde. Et au début de la première, avec les exactions qu'ils entendent, qu'ils sont diffusées, ils ont véritablement très peur. Ils s'enfuient. Moi, je vais te donner l'exemple de mon arrière-grand-père qui habitait le nord de la France et qui, lui, dit à sa femme et à sa fille, donc on est en 1914, de partir. Partez, allez dans le sud chez des amis et ils vont aller à Nice. Et mon arrière-grand-père, lui, il habite le nord de la France, c'est vraiment la frontière de la Belgique, et lui va rester là. Pas pendant toute la guerre parce qu'il va s'en aller, il va réussir à repasser de l'autre côté, mais il est là parce qu'il dit, moi, en tant qu'homme, je vais protéger nos biens, toi, tu vas te protéger pour ne pas te retrouver dans les affres de la guerre. Durant les débuts de la Première Guerre mondiale, tout le monde pensait que la guerre serait finie après 3-4 mois, que tout le monde serait rentré à Noël. Et donc, finalement, tu te dis, allez, quelques mois à passer, difficile, je vais essayer de me protéger. Mais au début de la seconde, tu te dis, oh, les Allemands nous ont eu pendant 4 ans, une fois, ça pourrait être rebelote, moi j'ai pas envie de vivre ça, je me tire. Et donc les gens se sont tirés. Et c'est parce que les gens se sont tirés qu'ils ont freiné l'ensemble des mouvements et des armées françaises et belges sur les chemins. Hein. Ils savaient plus passer tellement il y avait de civils. Et ça, c'est une des raisons de la défaite. Et les Allemands, c'était pas compliqué, ils passaient avec leurs avions, ils mitraillaient l'ensemble des convois de civils et ça bloquait encore plus les armées françaises et belges, entre autres, qui battaient en retraite. Je te dirais que dans les deux cas, tu as extrêmement peur. Mais c'est comme les Ukrainiens. En fait, les comportements sont identiques. On est vraiment dans les mêmes processus. On a pu voir tous ces Ukrainiens qui ont pris le train et qui sont allés en Pologne, qui sont même venus jusqu'à chez nous. Et il y en a certains qui sont retournés. Tous ceux qui ont quitté Kiev, ils sont retournés à Kiev parce qu'ils disent c'est fini maintenant. Mais tous ceux qui étaient à Mariupol, par exemple, ils sont ici dans nos régions. J'en connais une en particulier, elle est ici. Elle dit, moi, il est hors de question que je retourne à Mariupol. Il est hors de question que je retourne du côté russe. Alors qu'elle est russophone. Hein. Mais voilà, elle dit, moi, je suis ukrainienne. Mais elle ne veut pas pour autant aller à Kiev. Parce que c'est pas sa ville, parce qu'elle ne connaît pas. Donc, l'état d'esprit, c'est avant tout un état d'esprit où tu veux te protéger et où le bien matériel, parfois, il est là où tu te dis, je vais protéger mes biens matériels, mais avant tout, tu veux te protéger ta famille et tu as peur. Tu as vraiment, vraiment peur. Les gens se mettent dans les caves, attendent que ça passe. Et puis, tu as des gens qui ont des postes, importants, comme un bourgmestre, des échevins. Tu vas avoir deux comportements. Durant la Première Guerre mondiale, le bourgmestre de Mons, il va rester à son poste et il va attendre l'arrivée des Allemands. Il est à l'hôtel de ville lorsque les Allemands arrivent. Et c'était comme un principe historique. Une fois qu'une armée étrangère arrive dans ta ville, tu lui donnes les clés de la ville. Et il accueille cette armée étrangère. Il se dit, c'est toujours moi le responsable
de la ville administrative, hein, et ça va le rester durant la Première Guerre mondiale. Durant la Seconde Guerre mondiale, le bourgmestre de Mons-Mestriau, il se tire, il s'enfuit. Et c'est un échevin qui va faire office de bourgmestre, et c'est cet échevin qui va prendre le titre de bourgmestre. Et puis, les Allemands vont considérer qu'ils ne collaborent pas assez bien, et ils vont mettre un bourgmestre dit rexiste, Lucien Denis, qui va, pendant le reste du temps, occuper Mons, et au moment de la libération, va être le premier à décarpir, et qu'on ne va jamais retrouver. D'accord. Et alors, du côté des Allemands, cette fois-ci, civils, qui n'ont pas nécessairement participé à la guerre en tant que soldats, vraiment les civils purs. Donc, dans les territoires où des camps ont été construits, que ce soit donc d'un côté ou de l'autre de la barrière, est-ce que les personnes qui habitaient ces régions-là étaient conscientes qu'il y avait des camps qui étaient construits? Si oui, comment réagissaient-elles? Déni et froid? Ou au contraire, elles vivaient leur vie normalement? Ou est-ce qu'il y avait un état d'esprit qui était plutôt, il faut faire quelque chose, il faut en parler? Quel était l'état d'esprit de ces gens-là? Le camp d'Auschwitz, hein, qui est assez connu à ce niveau-là, où on sait que quand les Américains vont... c'est Auschwitz, je ne suis plus certain, soit je sais bien que c'est un camp de concentration en Pologne que les Américains vont libérer. Et lorsqu'ils le libèrent, la première des choses que va faire le responsable américain, c'est qu'il va aller chercher la population locale et il va les faire passer devant les milliers de cadavres. Et on le voit souvent dans les reportages, justement. Exactement. Dans les oui, en effet. Et ça, c'est très symptomatique de la situation. C'est-à-dire que les gens qui habitent autour des camps, ils sont au courant qu'il y a un camp. Ils savent qu'il y a des gens qui travaillent dans ce camp. Tu sais, de base, c'est un camp de travail. Et après, ils vont se rendre compte qu'il y a énormément de trains qui arrivent avec énormément de monde, mais qu'il n'y a jamais personne qui ressort. Et donc, ils s'en rendent compte. Mais ces gens-là, ce sont des Polonais ou des Allemands qui ne sont pas juifs. Et donc, pour eux, c'est pas grave. Finalement, certains d'entre eux diraient tant mieux ou tant pis pour eux. Et en fait, l'état d'esprit, c'est ils s'en foutent. Ceux qui ne s'en foutent pas, quels sont les moyens qu'ils ont à pouvoir faire quelque chose? Aucun. Et tu sais, c'est le principe de l'empathie. Tu n'arrives pas à faire de l'empathie avec quelqu'un que tu ne connais pas et que tu ne sais pas qui c'est et sur lequel tu n'as pas de lien. Parce que aussi bien en Pologne qu'en Allemagne, que même dans nos régions, l'antisémitisme était classique. On dit toujours c'est les Allemands qui étaient contre les Juifs et tout ça. Ben non, la population globale était contre les Juifs. Bon, il y en a d'autres, il y en a qui n'y faisaient pas attention, mais c'était une population classiquement discriminée en permanence en Europe. Il faut juste reprendre les cours des écoles à l'époque, dans les années 30, où on t'explique déjà qu'il y a différentes races et que seule la race européenne, chrétienne a de la valeur. Et tu sais, c'est toujours le principe il faut toujours avoir un sous-homme en dessous de soi. Et donc les Allemands voient les Polonais comme des sous-hommes et les Polonais voient les Juifs comme des sous-sous-hommes. Et après, je ne te dirai même pas de ce qu'ils pensaient des afrodescendants et de tout ce qui s'ensuit. Mais ça, c'est un autre débat. Mais de manière globale, c'est un manque de compréhension de ce qui se passe et surtout comme tu l'as dit, une sorte de déni. Tu préfères pas savoir ce qui se déroule là-bas et tu n'as plutôt pas intérêt à y aller. Et puis, n'oublie pas que toi, en tant qu'habitant à côté, tu y gagnes peut-être. Comment tu y gagnes? Si c'est un agriculteur, que les Allemands viennent acheter régulièrement ses productions ou que les Allemands passent, qu'il est gentil avec lui, dans ces moments-là, on retrouve toujours de l'intérêt. Alors, est-ce que c'est un collaborateur? Non, c'est ce qu'on appelle un mercantile, c'est celui qui va se faire plein d'argent et qui va en profiter sur le dos des autres et qui va en profiter. C'est malheureux, mais ça a vraiment été comme ça. Tu sais, les populations belges qui voyaient ces Juifs qui étaient envoyés à la caserne d'Ossins, ou même ces Français qui ont été attrapés au Veldiv, il y en a qui ont aidé les Allemands à attraper les Juifs qui s'en allaient, hein, parce que c'était normal, et qui en profitaient, la cupidité humaine, à se dire, il s'en va, je vais pouvoir aller récupérer ce qu'il a chez lui, ou il avait tel boulot, je vais pouvoir... Il y en a plein qui en ont profité. Et en fait, qui aujourd'hui sont encore héritiers économiques de cette situation-là, parce qu'ils ont spolié des biens des Juifs et qu'ils en ont profité à ce moment-là. Ici, j'ai donc RG Superfan qui dit qu'elle ne se souvient pas de la raison de l'entrée en guerre des États-Unis durant la Première Guerre mondiale. Est-ce que tu peux nous le rappeler, s'il te plaît? Donc, la raison, véritablement, c'est le Mexique les Allemands qui poussent le Mexique à vouloir déclarer la guerre aux États-Unis. Et tu as de nombreux U-boats, donc des sous-marins allemands qui vont torpiller de nombreux bateaux de biens provenant des États-Unis ou même du Canada vers l'Europe. Et ça, c'était les raisons officielles. Mais la raison officieuse, c'est qu'on a tellement prêté, les Américains ont tellement prêté à la France et à l'Empire britannique que s'ils veulent récupérer leur argent, ils ont plutôt intérêt à ce qu'eux gagnent la guerre aussi. C'est évident. Alors, on a toujours l'image
image de ces soldats américains qui arrivent en 1917 et c'est grâce à eux qu'il va y avoir ce changement, que le front va reprendre et que les Alliés vont gagner. Oui, en effet, ça va être une image que l'on va diffuser, mais c'est pas eux qui vont faire le plus gros du travail. Ça va plutôt être une motivation complémentaire, dire ah on a un allié en plus, mais c'est surtout les guerres intestines qui se déroulent en Allemagne, le fait que les Allemands n'arrivent plus aussi à se nourrir et il y a la grippe espagnole en même temps et donc il y a plein de causes qui font qu'il n'est plus possible pour les Allemands de tenir le front et que leur dernière grosse offensive du mois de mars 1918 est complètement foirée et que les Alliés arrivent à reprendre le dessus. Donc, les intérêts partagés qui font qu'on s'allie et qu'on vient aider. À la fin de la Seconde Guerre mondiale et même de la Première, est-ce que les populations occupées se sont vengées quand la fin de la guerre était proclamée? Est-ce que les populations en ont profité pour se venger sur les occupants restants? À la Libération, en 18, tu vas avoir les Allemands qui vont battre en retraite, pas tranquillement, mais plus ou moins correctement. Tu vas avoir des civils qui vont se venger, mais tu vas pas avoir des grands actes de vengeance. Ils vont plutôt essayer de se venger sur les Allemands, mais on ne va pas faire une chasse aux collaborateurs. On est aussi au mois de novembre, lorsqu'on libère nos régions. On a déjà des difficultés d'alimentation. Il y a la grippe espagnole, c'est assez difficile. Nos régions sont occupées par des Canadiens, des Australiens, des Britanniques et par l'armée belge qui libère Gand. Eh bien, on est toujours dans un système de réquisition jusqu'à l'été 1919. Tu passes d'une armée ennemie à une armée alliée, mais qui impose parfois aussi les mêmes choses. Les Canadiens, quand ils sont à Mons, ils vont aussi réquisitionner des chambres, ils vont aussi réquisitionner. Mais tu es dans un autre modus operandi. Tu sais qu'ils sont là pour te protéger, ils sont là pour toi. C'est différent. Durant la Seconde Guerre, à la fin de la Seconde Guerre, à la Libération, là, c'est la débandade. Là, c'est les règlements de compte. C'est catastrophique. C'est très violent. Les femmes tondues sur la place, les résistants qui vont chercher eux-mêmes les collaborateurs, les Allemands qui se font massacrer. Pendre aussi, je pense, tabasser à mort. Clairement, et tu vas avoir des civils aussi, et tu vas avoir, entre guillemets, des gens sensés, excuse-moi de dire ça, des gens qui sont pour la justice et qui vont mettre de côté le sentimentalisme et dire non, il faut un jugement, on doit les juger. Et donc, calmez-vous, on les met en prison, et il faut que la population se calme pour pouvoir les juger. Et tu vas aussi avoir des comportements un peu particuliers. J'ai un témoignage de Jacques Hamed, qui est un ancien échevin de Mons, mais qui a aujourd'hui 94 ans, et qui m'expliquait qu'à la Libération, il y avait un soldat américain qui lui disait « Vas-y, marche sur ce cadavre de soldat allemand ». Et il a dit « Non, moi, je ne ferai pas ça. Je veux pas faire ça ». J'ai le cas, c'était sur Aubourg, un autre village, où tu as une femme qui avait fait de la collaboration horizontale, on l'a tondue et on l'a mis, soulever les pieds comme ça, la tête dans l'eau, dans le canal, et il voulait la tuer. Et c'est parce que quelqu'un a dit arrêtez, qu'on ne l'a pas noyée, mais sinon on l'a noyée. Enfin, voilà, ça c'était des comportements. Et le problème dans tout ça, c'est que après tu vas faire quoi? L'État belge va aller juger les gens qui ont tué celle qui a collaboré, mais non. Et donc c'est très compliqué. Et donc tu es dans c'est ces 3-4 jours. C'est le moment où les soldats libérateurs sont là et que l'administration judiciaire n'est pas remise en place et que la police n'est pas remise en place, qu'il y a encore des combats, que là, tu as plein de règlements de compte et c'est extrêmement compliqué par rapport à ça. Est-ce qu'on a pu aussi observer, par exemple, des soldats allemands ou nazis qui, soit durant la guerre ou à la fin de la guerre, ont changé de camp, ont changé leur comportement, soit pour nuire, on va dire, à l'occupation en place, soit au contraire par opportunisme, pour dire « Ah, moi, je n'ai rien fait et je veux être gracié, si je puis dire. Je ne veux pas être responsable de quoi que ce soit. » Il faut que tu saches que, si je me souviens bien, après la Première Guerre mondiale, tu n'as pas de procès. Les premiers procès arrivent après la Seconde Guerre mondiale, les crimes de guerre et tout ça. Ça n'existait pas véritablement avant, des individus ne pouvaient pas être jugés. Donc, au début de la Seconde Guerre mondiale, tu n'as pas cette envie des Allemands de vouloir changer de camp. Ce que tu vas plutôt avoir, c'est en 1944, c'est suite au débarquement en Normandie, de nombreux soldats allemands de la Wehrmacht qui sont conscients en fait que c'est fini. C'est trop tard, on ne peut plus aller plus loin.
Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ils vont tout simplement arrêter de se battre. Et ils vont se faire arrêter et devenir prisonniers. Et ça, tu vas en avoir énormément. Et tu vas en avoir énormément. Et je vais te donner le cas d'une histoire qu'on m'a racontée. C'est un soldat allemand. Il a 18 ans en 1944. Il est tout jeune arrivé. Il n'a aucun intérêt de faire la guerre. Il se fait attraper dans les prisonniers de guerre. Il est en Belgique. Au nord de Mons, tu vas avoir un grand camp de prisonniers allemands qui va être présent de 1945 à 1947. Et à l'intérieur, il va avoir 50 000 soldats allemands. Ces soldats allemands, ils vont travailler dans les mines du Borinage, dans les industries et dans les fermes de la région. Ils vont travailler gratuitement pendant 2 ans, jusqu'en 47. Et en 47, ils vont retourner en Allemagne. Et bien là, tu vas avoir, c'est l'exemple d'un Allemand qui, lui, il avait 18 ans. Donc en 1947, il a 20 ans, 21 ans. Et en fait, il tombe amoureux. Il est amoureux de la fille du fermier, là où il va travailler, là où il doit aller travailler tous les jours. Finalement, il décide de ne pas repartir en Allemagne. Et il va décider de rester en Belgique. Et il va se marier avec elle. Il va devenir citoyen belge. Et la personne qui m'a raconté ça, c'est la fille issue de ce couple. Et cette fille-là, qui est la fille d'un soldat allemand, durant toute sa vie, toute sa période de scolarité, elle va être la fille du Boche. Et elle va être discriminée en permanence. Et elle a dit, moi j'ai souffert. J'ai souffert pendant toute ma scolarité d'avoir un nom de famille allemand et d'être la fille du Boche. Alors que la moitié de sa famille était de la région. Et c'est parce qu'on a fait une exposition au musée sur ce camp de prisonniers allemands, de la difficulté de ces soldats allemands et des conditions de vie qui étaient extrêmement difficiles, qu'elle est venue, qu'elle a dit enfin on peut en parler parce que c'était un tabou, on n'osait pas, parce que c'était les ennemis. Mais voilà, aujourd'hui on a cette capacité à pouvoir parler de ces éléments-là. Et alors, pour l'anecdote, ces fameux camps de prisonniers allemands de 45 à 47 vont, dès 1947, être occupés par tous les Italiens qui vont venir travailler dans les mines du Borinage. On va juste retirer les fils barbelés qui sont autour des camps et on va mettre les Italiens. Et donc, voilà comment la Belgique a été capable de pouvoir accueillir des travailleurs italiens qui sont venus aider à travailler dans les mines du Borinage où les Belges ne voulaient plus aller travailler. Pas très glorieux, ça. Non, mais vraiment, voilà, quand on explique tout ça, on comprend mieux, en fait. Et les Allemands d'alors, c'est finalement les Italiens et la discrimination, les Italiens vont subir dans nos régions, et aussi dans la région de Liège, où on va les traiter de macaroni, spaghetti et tout ce qui s'ensuit. Interdit aux chiens, aux Italiens, dans les cafés, etc. Ouais. C'est exactement ça. Alors que, voilà, aujourd'hui, ces populations sont bien présentes dans nos régions et influencent énormément nos régions. Durant la guerre, les 2 périodes étaient très difficiles pour pouvoir se procurer des denrées alimentaires, des produits, certains produits de première nécessité. Est-ce qu'on a pu observer des marchés parallèles se créer? Est-ce que des personnes dealaient ce genre de produits? Et comment se procuraient-ils les marchandises? Alors, c'est très simple. Tu dois comparer 2 situations géographiques, le citadin et celui qui vit dans une région rurale. Donc, celui qui a la possibilité qui travaille dans une ferme ou qui vit dans une ferme ou autour dans un village, qui a des grands endroits pour pouvoir produire de l'alimentation, lui, il ne va pas avoir beaucoup de difficultés. C'est plutôt les gens qui habitent en ville qui vont avoir des difficultés à trouver de l'alimentation. Tu vas avoir durant la Première Guerre mondiale, tu vas avoir un grand fonds humanitaire américain de 1914 jusqu'à 1917 qui va venir aider les populations de zones occupées en Belgique et dans le nord de la France. On va recevoir ces fameux sacs de farine qui sont brodés. Et d'ailleurs, ils sont brodés justement pour que les Allemands ne puissent pas aller les vendre. Et ils vont être destinés à la population occupée. Et les Allemands, ça les arrange bien. En fait, tout ce que la population locale produit, elle le prend. Et tout ce qui vient des États-Unis est donné pour la population locale. Mais c'est majoritairement les villes qui vont bénéficier de cette alimentation. Mais à partir de 17, c'est plus possible. Et donc, à partir de 17, tu vas vraiment avoir, je ne vais pas dire des famines, mais des difficultés régulières à trouver de l'alimentation. Pour les citadins qui sont riches, finalement, ils vont ce qu'on appelle faire du troc. Tu vas échanger quoi? Bien, il a peut-être une bonne cave avec des bonnes bouteilles et il va échanger ses bouteilles contre autre chose. Ou il a de l'argent, il a des objets et donc il va échanger des objets, il va vendre des objets pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir s'acheter du beurre, pour pouvoir vivre mieux. Tu vas avoir véritablement des échanges qui vont être comme ça. Quand tu as besoin d'aller voir le médecin, tu donnais un poulet. Ce genre de choses. Et donc, tu vas avoir un marché noir qui va exister, et durant la Seconde Guerre, encore plus. Mais la faim va être criante. Hier,
je travaillais sur un document et je voyais une photo en 1944 de population belge qui sont en train de dépecer un cheval en plein, qui était mort, qui était tombé, et on les voit avec des enfants couper le cheval parce qu'ils ont la dalle. Et donc, oui, tout le monde on mange pas forcément de la viande toutes les semaines même. Et donc, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que ce fameux réflexe d'aller chercher, tu vois, au début du confinement, je reviens là-dessus, hein, les gens ont attaqué les stocks de, je vais pas parler du papier toilette, mais je vais parler du sucre, les pâtes et la farine, les basiques. Et donc, les gens ont attaqué ça de peur. Et ces peurs, elles sont transmises de génération en génération. Quand j'ai un Américain, un Canadien qui vient visiter mon musée, il n'arrive pas à comprendre que viscéralement, les Belges, et les Français aussi, on a cette capacité on a été éduqué dans ce processus de s'il y a une nouvelle guerre, qu'est-ce qu'on doit faire? N'importe quel Belge, il peut me dire ce qu'il veut, il en a déjà reparlé à un repas de famille. Et on en a déjà discuté, on a déjà dit, ouais, moi je vais faire ça, moi je fais ci, parce que ça fait partie du vécu et de ce que nos anciens nous ont transmis. À l'américain, il ne se pose pas la question. Il dit, s'il y a une nouvelle guerre, moi je vais aller me battre. Enfin, voilà le comportement, la réaction qu'il va avoir. Nous, on va se mettre dans la peau du civil et de savoir comment on va survivre durant cette période difficile. C'est de la résilience, hein, et on a été formaté pour pouvoir se préparer à se protéger dans des moments pareils. Et on fait attention à ça. Et on a une tendance parfois à accumuler des denrées alimentaires en se disant on ne sait jamais. Oui, parce que justement, nous avons vécu le même événement, mais de manière différente. Et donc, forcément, nous l'avons conceptualisé différemment dans la projection que nous nous faisons des possibles conflits futurs. C'est ça, tout à fait. Et finalement, on ne se dit pas la première action qu'on devrait avoir, c'est je vais aller me battre. Non, c'est comment je vais survivre. Parce que moi, ma grand-mère m'expliquait quand elle habitait à Bruges, elle m'expliquait quand elle était jeune, voilà, elle mangeait de la farine, même s'il y avait des verres de farine dedans, elle me disait c'est des protéines en plus, hein, et on ne réchignait pas sur la nourriture qui arrivait, et c'était jamais évident. Elle m'a bien fait comprendre que tu mangeais peut-être une fois par jour, mais tu avais à manger, mais c'était pas Byzance, et que tu faisais avec, et que tu savais que tu n'avais pas le choix. Finalement, quand on regarde les populations occupées, ce qu'elles ont vécu, c'était moins pire que ce qu'ont vécu les gens dans les camps de prisonniers, et quand ils sont revenus et qui pesaient à peine 50 kilos. Donc, oui, là c'était juste horrible. La gangrène, les maladies, je pense qu'on a tous vu ici dans les personnes qui regardent le live des documentaires sur ces sujets, et donc c'est ça. On a pu voir des atrocités. C'est très facile de se mettre des images dans la tête. Tout à fait. Malgré les périodes qui étaient donc très difficiles à vivre, est-ce qu'il y avait toujours une place pour le divertissement, pour pouvoir, on va dire, souffler un peu quand on était donc civil en territoire occupé? Est-ce qu'on avait toujours, et même soldat finalement, est-ce qu'on avait la possibilité de pouvoir se détendre, se divertir, penser à autre chose? Quelles étaient les activités qui étaient pratiquées par les gens occupés et en même temps les soldats Je vais commencer par je ne connais pas la citation exacte, hein, mais Churchill, durant la Seconde Guerre, il fallait un effort de guerre global et il avait une proposition de réduction du budget de la culture. Et Churchill a répondu, on ne diminuera pas le budget de la culture, sinon pourquoi on se bat? C'est-à-dire que la culture, c'est la base. Et donc, tu m'as posé deux questions. Hein. Je vais répondre pour la Première Guerre mondiale, dans la zone de combat, aussi bien de part et d'autre, hein, aussi bien chez les Belges, chez les Allemands, chez les Français, chez les Britanniques, les Canadiens, les Australiens et autres. Oui, la culture est essentielle. Tu as des cinémas en plein air, tu as des musiciens qui viennent, tu as, même pour la Seconde Guerre mondiale, tu peux voir ces Américains qui reçoivent, et encore récemment, durant la guerre en Irak et même en Afghanistan, des vedettes américaines qui vont faire des concerts dans les bases américaines. C'est extrêmement important. La culture, c'est ça qui fait tenir, c'est ça qui te permet de sortir de ton quotidien. Et l'armée belge, durant la Première Guerre mondiale, sur le front, il va y avoir beaucoup d'activités culturelles, énormément. En zone occupée, les activités culturelles, c'est différent. C'est-à-dire que ce sont les Allemands qui les organisent. Durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, par exemple, le 21 juillet, tu ne peux pas faire ce que tu faisais d'habitude, mais par contre, tu as un grand concert sur la grande place de Mons de la part de tous les groupes allemands et qui vont jouer des musiques allemandes. Tu as la possibilité d'aller au cinéma, mais le cinéma, ce sont les films que les Allemands ont censurés et ont choisis. Avec une pointe de propagande en plus. Évidemment, avec les fameuses actualités fournies, la culture, elle va exploser à la Libération et elle va être découverte par la BBC.
les gens qui fraudent, qui résistent en écoutant la BBC. Et c'est comme ça qu'ils vont découvrir tous ces musiciens de jazz. Alors, le jazz existait déjà avant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est les soldats américains qui, quand vont arriver, vont diffuser cette musique jazz. Alors, autre chose, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est très particulier. Hein. Les soldats américains, quand ils arrivent, c'est qui ces soldats américains qui arrivent en première ligne? Parce que tu as plusieurs lignes. Hein. Tu as d'abord la première ligne d'attaque, et puis tu as les lignes de ravitaillement et d'occupation et de gestion de lignes de logistique. Eh bien, ceux qui combattent, ce sont que des Blancs, et ceux qui sont en deuxième et troisième ligne, ce sont les soldats américains asiatiques et afrodescendants, les Afro-Américains. Et ce sont eux qui vont propager. Parce qu'eux, ils restent longtemps. Par exemple, la première division d'infanterie américaine qui libère Mons avec la 3e division blindée, ils sont là pendant 6 jours. Après, ils sont plus là. Et après, ce qui va être là, eh bien, on a plein de photos de Montois avec des soldats asiatiques et des soldats afro-américains. Et eux vont rester là pendant plusieurs mois, et eux vont diffuser cette culture et que ce jazz va être diffusé de manière forte et va influencer véritablement la musique dans nos régions. Et donc la culture, elle se base à différents niveaux, mais je te dirais, en zone occupée, c'est les gens qui vont essayer de se rassembler et qui vont continuer à diffuser leur culture. Après, tu as la musique classique du XVIIIe siècle que tu pouvais toujours jouer parce que c'était la même que celle des Allemands. Enfin, tu vois, c'était tout ce qui était, entre guillemets, accepté par les Allemands, il n'y avait pas de souci. C'était tout ce qui contrevenait. Tu ne pouvais pas faire jouer la Brabançonne, par exemple. Ça, il était hors de question. Mais il y en a qui vont frauder, il y en a qui vont le faire. Mais c'était toujours... Ça aussi, pour moi, c'est un acte de résistance. Un acte de résistance culturelle. Le carillonneur de Mons, qui ne voulait pas aller faire jouer le carillon du Beffroi le 21 juillet. Il a dit, il est hors de question que j'aille le faire. Et il a été contraint. Et les Allemands l'ont amené jusqu'au carillon. On lui dit, maintenant, tu vas jouer. Est-ce qu'il y a aussi eu, durant les deux guerres, justement, des histoires, des liaisons, d'histoires d'amour entre occupés et occupants, d'amour réel, par opportunisme, par effet domino? Il y en a plein, c'est la nature humaine. À un moment donné, tu sais, quand tu es amené à voir toujours les mêmes personnes, que finalement, il y a un lien qui se crée, hein, de l'amitié aussi. Hein. On ne va pas parler que de l'amour, mais aussi de l'amitié. Et à un moment donné, tu te rends compte que la personne que tu as en face de toi, tu vas oublier que c'est un soldat allemand, tu vas oublier qu'il est là et qu'il t'impose certaines choses. Lui, il va te dire que lui ne t'impose rien, que c'est le système qui l'impose. Et donc, en fait, il se dit victime aussi peut-être de ça. Tu pourrais aussi avoir des soldats allemands communistes, hein, ou de gauche et qui se disent, ben non, moi je ne veux pas, je dois le faire. Parce qu'il y avait un enrôlement quelque part aussi de force pour certains, voilà, parce qu'il n'y a pas trop le choix en fait. C'est ça, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui à la libération, enfin, ils vont plutôt se faire attraper. C'est les fanatiques, hein, qui vont repartir, se dire il faut continuer à protéger l'État. Quand tu regardes historiquement, je ne sais pas à quel moment ils se sont dit on va réussir à protéger l'Allemagne et à suivre ce taré qui est dans le fond d'un bunker et est en train de donner des ordres. Mais non, les relations amoureuses, ça c'est un classique. Après, tu vas avoir des viols qui vont aussi avoir lieu, tu vas avoir des enfants qui vont naître de ces relations, viol ou pas viol, et ces enfants vont être... je te parlais tout à l'heure de cette fille qui est issue d'un mariage, mais après la guerre. Mais dis-toi que pendant la guerre, une femme seule célibataire qui s'est fait engrosser par un Allemand, eh bien, elle se retrouve entièrement rejetée par la population. Elle ne peut plus vivre dans sa communauté et donc elle peut errer sur les chemins. Ça devient un vagabond. Tu dois reconstruire toute ta vie. C'est comme ça que tu vas avoir une accumulation de populations en France qui vont arriver autour de Paris et des grandes villes et qui vont habiter au début dans des bidonvilles. Et c'est seulement par la suite, dans la reconstruction de la Seconde Guerre mondiale, qu'ils vont trouver des logements. Et ils habitaient fort en périphérie et c'est des gens qui vont avoir souvent une vie misérable alors qu'ils avaient une vie extraordinaire, mais victimes d'un viol. Ou alors tu vas avoir les avortements aussi, mais c'est pas légal, et donc tu vas avoir des femmes qui vont souffrir, qui vont mourir. C'est une période de vie. L'humain, les questions humaines ont été bouleversées de manière globale, et où ça ne devait pas être évident, et où ta classe sociale et ta condition humaine, homme ou femme,
était particulièrement... Enfin, si tu es une femme, tu avais encore beaucoup moins de chance qu'un homme, quoi. Avant de clôturer, est-ce que toi tu aurais une anecdote, une histoire un peu insolite, éventuellement même comique, pour un peu terminer sur un sujet plus léger, entre guillemets, à nous partager? Anecdote, question. Non, j'ai pas beaucoup de trucs, éléments plutôt comiques. Je te donnerai plutôt des expériences que j'ai eues au musée avec j'ai dû une fois faire une visite à des jeunes Allemands de dernière année et ils ne se rendaient pas compte de c'était quoi l'occupation. Et donc, moi, ça m'avait étonné, en fait, parce qu'ils ne se rendaient pas compte de l'oppression. Ils savaient la question des combats, ils savaient la question des Juifs, la question des camps de concentration, mais ils ne savaient pas que la population locale avait souffert. Et aussi souffrait toujours. Alors, tu vas me dire, mais on ne souffre plus aujourd'hui de l'occupation allemande. Non, mais on en a dans la mémoire. La question d'aller chercher beaucoup de nourriture, ça fait partie de nos réflexes. Et alors, tu en avais un autre. Avant de rentrer dans la partie Seconde Guerre mondiale du musée, ce qu'on a mis en évidence, c'est une paire de bottes. Et tu as le bruit des bottes. Et quand je te parle du bruit des bottes, tu as tout de suite compris de quoi je parle. Mais les jeunes Allemands, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Ils disent, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Ça ne veut rien dire. Et je dis, mais vous ne vous rendez pas compte? Moi, je n'ai pas besoin d'expliquer ça à un Belge, c'est quoi le bruit des bottes. Et il suffit de faire tac, 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 tac. Et il y a une dame qui, une fois, était dans une visite et m'a dit, quand je lui ai expliqué que c'était l'aspect mémoriel de transmission, elle me dit, vous avez entièrement raison, je me souviendrai toujours une fois, elle était née dans les années 50, hein, je courais avec mes bottes en caoutchouc dans le couloir et je suis rentré dans la cuisine, ma mère était en train de pleurer, elle paniquait et je lui ai demandé ce qu'il y avait et sa mère lui a répondu, ben, j'ai l'impression qu'il y avait un Allemand dans la maison. Et pour réussir à mettre en transe une dame comme ça, mais parce qu'elle avait vécu la guerre et qu'elle savait ce que c'était et de l'impact que ça pouvait avoir. Et donc, c'est un peu tout ça, moi, qui m'interpelle, c'est qu'on pense que la guerre est loin, que c'est quelque chose qui ne nous atteint pas, mais en fait, c'est viscéralement intégré dans notre histoire. Et je pense que c'est important de pouvoir continuer à expliquer ça pour que les gens puissent comprendre aussi. Tout à fait, le devoir de mémoire est extrêmement important pour éviter justement de reproduire les mêmes erreurs ou laisser des groupes, des groupuscules justement semer à nouveau la terreur. Oui, et alors il faut arrêter de penser aussi qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, ça, comment je vais dire, ça exacerbe la chose. Non, déjà à l'époque c'était phénoménal, hein. La propagande dans les journaux, dans les médias, dans la communication était déjà extrêmement importante, hein. C'est juste qu'aujourd'hui, ça passe sur un téléphone et sur une tablette ou sur un ordinateur, mais avant, ça passait par les papiers. Donc, le mode d'organisation est différent, mais le processus est identique et la manière de toucher les gens est identique. Et c'est pour ça qu'il faut être particulièrement attentif à ça. Idem pour les fake news. Les fake news, ça a toujours existé. C'est pas demain que ça va arrêter. À nous d'être critiques et de ne pas avaler l'information directement sans se dire, tiens, qui écrit ça, comment, pourquoi? Et ça, c'est parfois on a tendance à trop vite faire confiance à quelqu'un sans jamais oser critiquer l'information qui est donnée. Et justement, par rapport aux personnes que tu as reçues au musée qui visiblement n'étaient pas au courant de la difficulté que les civils de l'époque avaient vécu à Mons, est-ce que tu as déjà reçu des gens, que ce soit au musée ou ailleurs, au musée c'est peut-être peu probable, mais ailleurs dans ton parcours, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de rencontrer des personnes négationnistes? Non, directement, j'ai pas rencontré ça parce que c'est quelque chose d'assez consensuel en Belgique, que c'est illégal dans une certaine mesure. Par contre, j'ai déjà eu des gens qui ont minimisé les choses. Comment t'expliquer? Ils savent ce que je fais, ils savent ce que je pense, et souvent les gens n'osent pas venir sur des sujets sensibles comme ça avec moi parce qu'ils savent comment je vais réagir. Ici, donc le Mons Memorial Museum fait partie de Libération Route Europe qui rassemble tous les sites libérés de la Seconde Guerre mondiale. C'est européen. Et il y avait un congrès en Toscane et je suis allé au congrès. Et là, on a eu un débat impressionnant entre Européens, une confrontation entre deux visions sur la création, c'est pas sur la première ni la Seconde Guerre mondiale, mais tu vas comprendre, sur la création de l'Union européenne. Et là, c'était un Hongrois qui s'attaquait à une Slovène qui avait plus une vision occidentale. En fait, tu as eu deux visions, une vision orientale, une vision occidentale de la création européenne, où nous, la création européenne, elle se construit à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour le Hongrois, elle ne se construit pas là. Et elle ne se construit pas contre les idéaux de l'extrême droite. Tu vois. Et quelle est justement la différence de vision entre les deux? Eux, leur vision, leur objectif, c'est avant tout un ennemi commun,
les Russes. Et c'est pour ça qu'ils sont dans l'Union européenne, pour faire partie du marché unique et pour être contre les Russes, parce qu'ils sont contre les Russes. Il est hors de question pour eux de retrouver dans un système bolchevique, parce qu'ils ont subi la Russie. Mais donc, c'est pas tu vois, et c'est là où on était là, ah oui, mais nous, et donc, la manière dont on raconte la construction européenne et la manière dont on pense la construction européenne, c'est deux visions différentes. Et ils se sont presque engueulés, hein. C'était extrêmement tendu, ce débat-là. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'était une journée mouvementée parce que par la suite, on a accueilli la petite nièce d'Himmler. Donc Himmler, le grand penseur Je vois bien la solution finale. Des SS, voilà. Donc c'est le fameux Himmler qu'on connaît, il avait un frère. Ce frère a eu des enfants, et donc c'est la petite fille de ce fameux frère. Et donc ce frère, il est mort durant la Seconde Guerre, mais son épouse était donc la belle-sœur de Himmler, a survécu, et donc elle a expliqué la relation qu'elle avait avec sa grand-mère. Et elle savait ce que sa grand-mère a fait, parce qu'elle elle a aidé et elle a profité de ce qui se déroulait durant la Seconde Guerre mondiale. Et ils sont riches grâce à ça. Et elle expliquait que elle avait d'une part l'amour d'une petite fille envers sa grand-mère, et que tu peux retirer ça, mais que d'un autre côté, elle était contre et à l'opposé de tout ce que sa grand-mère avait pu faire durant la Seconde Guerre. Et elle se trouvait, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois haïr ma grand-mère pour ça? Et donc là, on est arrivé dans un fameux débat philosophique de savoir qu'est-ce que tu dois faire. Est-ce que tu vas aller te battre avec une femme de cette... Elle dit, hein, moi j'ai seulement pris conscience de ça quand j'étais adolescente. Et ma grand-mère, c'est ma grand-mère. C'est elle qui me préparait à manger tous les mercredis, chez qui je recevais un cadeau, enfin tu vois. Après, elle a écrit un bouquin là-dessus parce qu'elle avait besoin d'extérioriser. Et elle nous disait, mais de quel droit je suis aussi à votre colloque? Ouais, c'est une situation très complexe, en effet. Très complexe, mais extrêmement intéressante de se poser la question de savoir est-ce que 80 ans après, on doit être contre cette fille qui n'a rien demandé, qui la seule chose qui le lie avec ça, c'est d'être la petite fille de... Tu vois, c'est compliqué, hein, mais ça montre que on peut construire autre chose et qu'on peut être contre les idéaux et la pensée de quelqu'un, mais tout en acceptant l'amour qu'il peut nous apporter, parce que c'est deux choses différentes. Alors, je vois qu'on n'a pas de nouvelles questions dans le chat, donc est-ce que tu veux ajouter une dernière chose? Non, à accepter ici que j'invite tout le monde à venir au Mons Memorial Museum, à venir découvrir ce bijou. Oui, je suis un peu chauvin, mais c'est vrai qu'il est particulièrement agréable. Les tarifs sont vraiment dégressifs. Pour les étudiants, c'est 2 €. Pour les adultes, c'est 9 €. Les seniors, 6 €. Ça vaut vraiment la peine. C'est très facilement accessible à Mons, et le bâtiment a été entièrement rénové en 2015. Il est en français, néerlandais, anglais, allemand. On peut passer en moyenne 1h30, 2 heures, voire 3-4 heures si on commence à s'intéresser à tout ce qui est à l'intérieur. Et moi, j'ajouterais que c'est également gratuit pour les moins de 12 ans et tous les premiers lundis du mois. Donc, si vous avez une famille nombreuse, premier dimanche... Ah oui, dimanche, excuse-moi. Tu fais bien de me corriger. Donc, tous les premiers dimanches du mois. Donc, c'est gratuit. Donc, si vous avez une famille nombreuse ou que vous avez peut-être des difficultés pour pouvoir faire ce type d'activité, eh bien... vous pouvez profiter du premier dimanche du mois pour y aller. Le Mons Memorial Museum propose une exposition permanente qui retrace donc la Première et Deuxième Guerre mondiale à travers des récits, des témoignages, mais propose aussi des expositions temporaires tout au long de l'année. Donc vraiment, je vous invite à aller le visiter. J'ai mis toutes les informations en description. Corentin, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Et je remercie aussi le Mons Memorial Museum pour leur confiance et pour être le partenaire de ce live ce soir. J'ajouterai également que si ce live vous a plu, vous pouvez vous abonner pour voir les prochains. Il y en aura plus ou moins un par mois. Vous pouvez aussi mettre un petit like pour montrer à YouTube que vous avez apprécié la vidéo et la partager avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce type de sujet. J'en profite aussi pour faire une petite annonce et vous dire que prochainement je sortirai un épisode sur les résistantes durant la Seconde Guerre mondiale, avec notamment la collaboration du Mons Memorial Museum aussi. Et donc je vous remercie à toutes et tous d'avoir été présents durant le live et je vous dis à bientôt.